classe. Moi, j'ai pas l'habitude d'avoir une aussi grande classe. Mais voilà, c'est ma première grande classe. Alors, j'espère que vous serez indulgents avec moi. Donc, Christophe Gomian et moi-même sommes très contents d'être parmi vous aujourd'hui. On est très heureux d'avoir été invités pour parler de la classe inversée. Merci à Magali et merci à Emmanuel pour cette invitation. Avant de vous présenter le menu, on vous donne un petit aperçu de notre parcours jusqu'à aujourd'hui, Christophe et moi. Bien, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, avant de commencer à me présenter, vous avez peut-être remarqué qu'on avait fixé une caméra, un téléphone qui filme. On va vous parler de classe inversée, de faire des films. Vous verrez que c'est très très simple, on peut le faire sans aucune préparation. Nous, on filme là maintenant. Et puis tout à l'heure, on balancera ça sur YouTube. Vous pourrez même aller réécouter la présentation si jamais. Mais c'est la seule manipulation qu'on va faire pour faire en fait une vidéo sur Internet de la conférence de ce matin. Voilà, on ne vous voit pas sur les films, hein, on ne voit que l'écran et nous qui sommes en train de parler. Donc pour ma part, Christophe Gomian, je travaille à l'IFFP à Lausanne, précédemment à la HEP à Fribourg, et encore avant, dans une autre vie, j'étais enseignant primaire. Donc un parcours qui m'a conduit à faire beaucoup d'intégration de l'informatique dans l'enseignement avec les enfants à l'école primaire, avec la formation des futurs enseignants. Voilà, j'habite à Bulle, je suis en train de terminer un doctorat, je ne dors pas beaucoup ces temps-ci parce que j'écris beaucoup, je suis fatigué, mais je suis très content d'être ici. Pour ma part, alors j'ai un parcours complètement différent de celui de Christophe. Moi, j'ai jamais quitté le monde de la formation professionnelle. Il y a un peu plus de 25 ans que je suis entrée dans le monde de la formation professionnelle. J'ai commencé un apprentissage d'employé de commerce. Pourquoi dans le monde de la formation professionnelle? Puisque j'ai fait un apprentissage dans un centre professionnel, au centre professionnel du Nord-Vaudois à Yverdon. Et puis ensuite, mon parcours a fait que j'ai pu travailler au service de la formation professionnelle du canton de Vaud, où je m'occupais de deux logiciels informatiques, celui installé dans les écoles professionnelles et celui pour gérer tous les bulletins CFC. Et puis par la suite, j'ai pu m'occuper du support et de la formation pour tous les utilisateurs du canton de Vaud. Et ensuite, ça m'a amené à vouloir faire un brevet de formateur d'adultes pour pouvoir enseigner avec d'autres aspects, avec les aspects pédagogiques que je n'avais pas forcément. Et puis ensuite, j'ai été engagée dans une école professionnelle, donc au départ dans une école de la transition sur le canton de Vaud, puis j'ai rejoint l'école professionnelle commerciale de Fribourg, où je suis maintenant depuis, j'entame ma 6e année scolaire. Et puis, j'ai fait ma formation pédagogique à l'IFFP, notamment avec Christophe. Merci. Je crois que tu voulais garder la parole pour présenter le programme. Alors, juste... Oui, on commence par le programme vers... Ouais. Alors, le menu qu'on vous a concocté pour cette journée, on va commencer par parler des petites poussettes avec un problème de génération. Ensuite, pourquoi employer les médias dans les cours. Ensuite, on aura mon expérience des TIS avec la classe inversée. Dans mon établissement, comment je m'y prends, qu'est-ce que je fais avec cette classe inversée. Il y aura une réflexion sur les activités qu'on vous a proposées en amont de venir pendant vos vacances. Et puis, d'autres exemples des TIS que Christophe vous présentera. Ensuite, ce sera le repas. Et puis, on attaquera en début d'après-midi les ateliers pratiques. On ne vous en dit pas plus, c'est exprès. Et puis, partage, échange, et puis clôture de cette journée sur la classe inversée. Voilà pour le programme. Vous voyez que cette présentation style PowerPoint est un petit peu spéciale. On a une ligne supérieure en haut qui est marquée « Poser une question à goo.gl/slides/3gpa2k ». Vous pouvez taper ça sur votre téléphone, sur votre tablette, sur n'importe quoi. Vous allez accéder à une page sur laquelle vous pouvez poser des questions. Ces questions ne seront pas affichées ici. Elles seront affichées ici. On va les voir arriver au fur et à mesure de la matinée. Et si une question mériterait qu'on rebondisse dessus, on peut à n'importe quel moment, comme Karine vient de le faire, cliquer sur présenter ou cliquer sur masquer, de manière à ce que l'on voit les questions qui ont été posées ou bien pas. C'est un outil interactif que vous pouvez utiliser en cours du moment que vos étudiants ont un accès à un réseau Internet quel qu'il soit.
hein, que ce soit celui officiel ou celui de la 3G, de la 4G. Vous n'avez pas besoin d'être sur le réseau de l'école. Donc vous pouvez vraiment poser des questions. Et puis vous avez vu peut-être sur la question, on voyait la photo de Karine. C'est parce que Karine a décidé de poser sa question sans être anonyme. Elle peut aussi décider de poser une question anonymement. Si vous voulez dire, écoute Gremion, là, tu commences vraiment à nous pomper avec ce que tu nous racontes, mettez anonyme, comme ça je ne vous tourne pas le coup à la récréation. Hein, c'est plus simple. Voilà, ça c'était pour la mise en route. Donc durant la matinée, si vous avez des questions, essayez, même juste pour le fun d'essayer, vous marquez sur un test, on ne va pas l'envoyer sur l'écran, hein, mais si vous voulez essayer pour voir comment ça fonctionne, n'hésitez pas. Comme vous l'a dit Karine, on va commencer par un petit moment de discussion tout d'abord sur pourquoi est-ce qu'on fait tellement de battage autour de l'intégration, l'introduction des technologies de l'information et de la communication dans les écoles. Et puis, un constat est assez évident en préambule, c'est de se dire que vous ne vous êtes pas posé la question ce matin en venant ici de si vous aviez besoin de prendre de l'avoine pour votre cheval, de trouver un point d'eau entre la maison et ici. Vous avez pris le train, vous avez pris la voiture, éventuellement un vélo ou une moto, et vous êtes venu jusqu'ici. Vous ne connaissez pas le monde sans les moyens de transport modernes. Ça paraît assez évident. Ben, les gens qui sont dans vos cours ne connaissent pas le monde sans Internet. Quand ils sont nés, ça existait déjà. Et ça existe déjà au moment de leur naissance. C'est partout maintenant. Souvent, c'est partout, sauf en classe. Donc, ils ont accès à Internet partout, mais la classe, c'est quand même un monde à part. C'est un peu comme si on vous disait, pour la journée pédagogique à Tramelan, vous venez à pied, s'il vous plaît. Ah, mais j'habite à Vienne, c'est pas grave, vous venez à pied. Hein, parce que, alors, dans les journées pédagogiques de l'école de Tramelan, nous, on ne supporte pas les voitures. C'est pas mal, hein, comme système. C'est un petit peu ce qui arrive à l'heure actuelle pour nos jeunes quand ils rentrent dans une classe. Alors, c'est clair qu'on peut croire que nos jeunes, c'est des no-life, qui ne sont en train de vivre que sur un téléphone, qui ne connaissent rien d'autre que l'espace de leur smartphone. D'ailleurs, ils n'ont plus de vie sociale. Hein, ils ne se causent même plus. Puis en fait, c'est très très différent. Nous, on croit, parce qu'on connaît la communication comme on l'a maintenant, on connaît la communication par mail, c'est deux choses séparées. Nous, on croit que pour eux, c'est des choses séparées. Mais regardez bien. Moi, je prends toujours l'exemple de ma fille Manon, qui rentre de l'école, elle est avec sa copine Alice, elle discute, elle passe le coin de la rue, elle continue à discuter avec Alice. Où est le problème? Elle se retrouve après le repas dans la cour de récréation, elle range le téléphone et elle continue à discuter. Discuter avec un smartphone ou discuter dans la vraie vie, comme on le fait maintenant, pour eux, il n'y a pas de différence. Et puis quand même, depuis le berceau, ils n'étaient pas connectés à Internet. Mais par contre, ils ont quand même vu assez régulièrement papa, maman, avec un téléphone dans les mains. Quand on cherche un horaire, on prend le téléphone. Quand on cherche une destination de vacances, on prend le téléphone, ou on prend Internet, ou on prend une tablette. Ils ont toujours vu ça. Ils ont toujours vu ça, et arrivé à l'école, on leur dit non mais là c'est fini, là c'est pas possible. Manon, c'était à mourir de rire. Elle a son téléphone avec des bouquins dedans, et il a une étagère avec quelques bouquins. Ça, c'est ceux que je dois lire pour l'école. Ça, c'est ceux que j'aime lire. Monsieur, le Molière, là, je peux l'acheter en e-book parce que... Ah non, parce qu'il faut qu'il soit sur papier, et puis qu'il ait le même numéro de page, parce qu'après, quand on discute ensemble, si tu nous fais une remarque sur la page 47, sur le e-book, ce ne sera pas la même page, ça ira pas. Donc, à l'école, je ne peux pas lire les livres comme je les lis d'habitude. Vous voyez ce décalage qui est en train d'arriver, et puis ce décalage, il est assez terrible. On parle de problèmes de génération. Nos jeunes sont dans ce que l'on appelle les générations Y ou bientôt plus, hein, plutôt les générations Z déjà. C'est des gens qui sont toujours connectés. Quand on parle des générations C, c'est des gens qui sont toujours connectés. Mais il n'y a pas à avoir peur. Hein. Ils vont dominer la planète dans très très peu de temps parce que les lois de la nature font que je vais devenir vieux et mourir normalement avant ma fille. Donc les générations Pluton X, comme moi, vont disparaître et les générations Y vont un peu peupler la planète. On ne va pas tellement avoir le choix de suivre le mouvement qui est déjà actuellement en route. Alors,
Alors, quand on parle de ces différentes générations, là, il y a des années de naissance dessus, mais il ne faut pas trop les regarder. Parce que c'est plus d'après la posture que vous avez avec certaines nouveautés que d'après une année de naissance. J'ai l'impression que quand je discute certaines fois avec certains jeunes que je croise, c'est des générations X, voire même des baby boomers, qui ont une vision du monde et qui ne sont pas d'accord d'imaginer qu'il pourrait être un tout petit peu autrement. Et quand je discute avec d'autres personnes, c'était avec un prof d'uni la semaine passée à Grenoble, eh bien, lui, je trouve ça extraordinaire, quoi. Il s'approprie les outils, il a envie d'essayer, et il a bientôt 80 ans. Donc, il serait plutôt de la génération silencieuse, mais il se comporte plutôt presque comme une génération Y. Il se les approprie, ces outils. Par contre, ces générations, elles ont quand même des grosses différences dans le fonctionnement de la société. Puis ça va avoir une importance fondamentale pour comment est-ce que l'on conçoit l'enseignement. Quand on était dans les baby boomers, ça c'est typiquement la génération de mes parents, le sens de la vie, c'est le devoir. Il y a le devoir conjugal, il y a le devoir d'être loyal envers son employeur, qui a eu la gentillesse de me donner un travail. Je vais être loyal et je vais rester fidèle à mon employeur. Il m'a demandé d'arriver à telle heure et je vais faire comme il faut, comme il m'a demandé, parce que franchement, j'ai beaucoup de chance qu'il me donne un travail. On est dans la génération du devoir. Les générations X, qui sont plutôt celles de mon âge, on est plutôt dans la génération du avoir. Je m'identifie comment? Je m'identifie en disant, ah voilà, j'habite à Bulle, j'ai une maison, ah oui, j'ai une famille, 3 enfants, une femme, etc. Hein, on va beaucoup prendre le terme avoir pour parler de qui on est ou de notre parcours et autres. Les gens qu'on a en classe, génération Y, c'est vivre. Avoir une paire de skis, c'est fun. Mais vivre une descente à ski, c'est beaucoup plus intéressant. Donc finalement, posséder quelque chose, ah non, utiliser quelque chose, ça c'est intéressant. On préférera utiliser une voiture pour se déplacer que de posséder une voiture. On change de position. On change de position, puis on préférera vivre un job que posséder un diplôme qui permet d'avoir ce job. D'ailleurs, on sait bien, il y a plein de jobs qui sont utilisés par des gens qui n'ont pas les diplômes requis et qui font du très très bon travail. C'est intéressant. Et dans les générations Z qui vont arriver, on est dans la génération de la socialisation. C'est même pas tellement vivre cette descente à ski qui est intéressant. C'est vivre ensemble ce moment, c'est pouvoir communiquer, c'est le trajet en train. Qu'ils soient en train ou en moto, finalement, je t'en veux pas trop de ne pas avoir voulu venir en moto. Mais ce qui était intéressant, c'est le fait d'avoir vécu ce moment, c'est d'avoir discuté, c'est d'avoir échangé. On a un grand problème dans les écoles, comme dans les entreprises, c'est qu'assez souvent, il y a un joli mélange des générations, avec plutôt, ça c'est les lois de la nature, hein, plutôt des générations X qui se retrouvent à être à la direction, et plutôt des générations Z qui se retrouvent à être en face dans les classes. Hein, c'est rarement l'inverse, mais quand tout d'un coup, il y a un très jeune qui accède à un poste de direction, on voit que ça fait vite des étincelles. Parce qu'on n'a pas les mêmes visions, on n'a pas les mêmes optiques du développement de l'école ou du développement de l'entreprise et autres. Pourquoi est-ce qu'on intègre les technologies et pourquoi est-ce qu'on vous propose de les intégrer de plus en plus dans vos cours? Eh bien, un petit retour en arrière. Vous vous rappelez de ce machin? Moi, j'en ai eu un comme ça. Quelques temps après, on se retrouve avec des ordinateurs qui font ordinateurs, tablettes et autres. On se retrouve avec des smartphones et 25 ans à peine séparent ces deux appareils. Quand je suis dans la rue avec mon iPhone dans la poche, j'ai plus de puissance de calcul que les Américains n'avaient quand ils ont envoyé le premier homme sur la Lune. Chacun d'entre nous, on a un ordinateur qui aurait permis d'envoyer les premiers hommes sur la Lune, mais quand on rentre en classe, on doit l'éteindre. C'est juste génial. On leur dit d'acheter une machine à calculer, hein, quand même, mais on doit éteindre le téléphone. C'est vraiment très intéressant. Cette évolution, les tablettes et compagnie, hein, vous connaissez, mais cette évolution, elle ne s'arrête pas là. Et puis si à l'heure actuelle, je dis à mes élèves, quand tu rentres dans la salle de classe, tu poses ton téléphone, s'il te plaît, tu l'éteins parce qu'il sonne sous ton fils, on va se retrouver bientôt avec d'autres problèmes. C'est-à-dire que les Google Glass, ça se met en place petit à petit, ça demande à être développé, mais ce sera vite dépassé les Google Glass. Parce que la lentille que vous voyez ici à l'écran, elle ne se connecte pas encore à Internet. Pas encore. Pour le moment, elle ne fait pas ça.
Pour le moment, elle ne me permet pas de voir un film pendant que je fais semblant de vous regarder. C'est assez sympa pendant les cours, ça, des fois. Hein. Avatar. Pendant les cours. Bref. Non, elle ne fait pas ça, cette lentille. En temps réel, elle calcule le taux de sucre qu'il y a dans les larmes de la personne qui la porte. Et elles envoient, si je me rappelle bien de ce que j'ai lu, un petit signal lumineux à la personne. Si tout d'un coup, il y a un danger, c'est pour les grands diabétiques. Mais quand même, quand on voit l'évolution en 25 ans de cet ordinateur Mac à cet iPhone, il faudra combien de temps pour avoir la télévision avec le replay, s'il vous plaît, dans ma lentille de contact? Je pense qu'on peut s'amuser à faire ce calcul. On devra bientôt leur demander d'être tout nus pour rentrer dans les cours. Quoiqu'il y aura quand même la puce sous-cutanée. Hein. Ça va être un peu problématique. Avec cette évolution de la technique, il y a aussi toute l'évolution des ressources, toute l'évolution des ressources que l'on utilise à l'école qui est en pleine mutation. On avait des livres, on a maintenant quelque chose comme Wikipédia. Les profs, les premiers c'est les profs d'Uni, mais les profs dans toutes les écoles pratiquement, oui mais Wikipédia c'est pas sûr, vous ne devez pas vous baser seulement là-dessus. À part que dès que les élèves sont sortis de la classe, vous cherchez un renseignement, vous tombez d'abord sur Wikipédia, puis ensuite vous allez voir ailleurs. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez au supermarché de l'information, vous avez une première idée, et après vous allez creuser. Mais c'est bizarre, pour nous, on commence même à l'utiliser, des fois même pour préparer nos cours, alors que pour les élèves, c'est « oh, surtout pas, mon Dieu, c'est très très dangereux, va surtout pas là-bas ». Il y a ce décalage qui est assez intéressant. Le livre numérique, il a vraiment un avenir. Je côtoie des gens qui sont en train de transformer tous les moyens d'enseignement en moyens numériques. Ceux qui transforment en moyens numériques sur un CD, ils vont dans le mur. C'est fini ça. Le CD, ça n'existe plus. Vous vous rendez compte, s'il y a un nouveau moteur qui existe et qu'on aimerait en parler, si on veut en parler dans le bouquin suisse même, on ne peut pas rééditer tous les CD. Donc ça veut dire, si on veut que ce soit efficace, on va le mettre sur Internet. Quand il y a un nouveau moteur, je change sur Internet. Toutes les personnes qui consultent ont accès tout de suite à cette information. Pour continuer dans les choses qui changent, les choses qui bougent, une chose que l'on oublie souvent, c'est que le web a plusieurs dimensions. La dimension la plus connue, ce qu'on appelle le web 1, c'est celle qu'on utilise pratiquement toujours quand on décide pour une fois de faire une activité où on intègre l'informatique dans son cours. On va être assez vite dans, vous allez chercher de l'information sur le moteur 6 cylindres de BMW et vous faites un exposé là-dessus. Donc on utilise le web comme étant un lieu où je vais aller prendre des informations pour les consommer. Un peu comme l'école, un peu souvent, quoi. Le web, c'est un peu comme le prof. On va prendre l'information pour l'ingurgiter. Hein, ça, c'est le modèle transmissif de l'enseignement. Tu prends et tu avales. Ça, c'est le web 1. Mais le web, c'est pas que ça. Le web, c'est le web 2. Le web 2.0, c'est le web où je suis auteur. J'entends beaucoup d'enseignants qui disent « Attention, les informations sur Wikipédia ne sont pas sûres ». J'entends très peu d'enseignants qui disent « Attention, à la fin de ce cours, on va publier un article sur ce type de moteur diesel que l'on publiera sur Wikipédia ». Parce que Wikipédia, c'est un outil pour déposer aussi. C'est pas seulement un outil pour prendre. Et cette logique du Web 2, quand tout d'un coup on se dit « Tiens, je suis en classe, je fais un exposé sur le lynx, je le présente à mes camarades, ou je suis en classe, je fais un exposé sur le lynx pour augmenter la somme d'informations sur Internet. » Tout d'un coup, ça change la donne. Ça change le style d'activité. Le Web 2, on le connaît bien, c'est le web du réseau social, c'est le web où je m'exprime sur Internet, quand je dis quelque chose, potentiellement, quelques milliards d'internautes pourraient le lire. Mais il y a le web carré. Alors celui-ci, il fait peur. Web carré, il est terrible. C'est le web qui est caché. C'est le web qui prend toutes vos informations et qui calcule tout. Christophe achète beaucoup de livres sur tel domaine, donc je lui propose des publicités sur tel domaine. Mais comme Christophe a utilisé sa carte de crédit pour commander des vacances à telle place, à telle place et à telle place, je pense que je pourrais lui proposer, hein, donc on a toujours ce jeu de proposition, de connaître le consommateur avec votre carte de crédit ou avec votre carte de la COP, vous êtes resté longtemps dans le rayon bio. Ah, j'ai peut-être intérêt à envoyer de la publicité pour des articles bio à telle et telle personne. Donc on a tout ce web qui va
récolter toutes les données, les faire se croiser pour pouvoir répondre aux besoins, aux envies, ou plutôt pour pouvoir susciter des envies, parce que le but, ça reste quand même de faire de l'argent, on est d'accord. Et puis le Web 3, il est déjà là, il est assez déroutant. C'est le Web où nous ne sommes plus les seuls à nous connecter à Internet. Nous, les êtres humains, ne sommes plus les seuls à nous connecter sur Internet. Actuellement, les machines se connectent sur Internet par elles-mêmes et rentrent en communication avec nous. Dans tous ceux qui sont reconnus dans les utilisateurs de Wikipédia, qui de temps en temps vont quand même chercher des informations sur Wikipédia, sachez que le plus gros contributeur, celui qui produit le plus d'articles sur Wikipédia, est un ordinateur. Ce n'est pas un être humain. C'est un ordinateur qui passe son temps à dire « Ah, j'ai vu qu'il y avait eu une recherche Internet sur autosocioconstructivisme. J'ai pas d'article, je pourrais en faire un. » Il lance une recherche lui-même, il récolte les informations, il compile les informations, il crée un texte, il dépose le texte. La prochaine fois, il existe un article. Si dans cet article il y a une erreur, pas grave. Il y a suffisamment de monde qui risque de le lire pour signaler l'erreur. Donc l'ordinateur qui a créé l'article va apprendre du fait qu'on lui signifie une erreur pour se dire la prochaine fois, ce genre de tournure de phrase, cette forme orthographique, ou alors cette manière de comprendre les informations, je vais la comprendre différemment, il va créer un article différent. Ça c'est le Web 3, c'est le Web qui bientôt vous permettra de recevoir un SMS quand vous rentrez dans la COP, un petit SMS qui vous dira « Dis donc Christophe, j'ai vu sur ton agenda que Gilles venait ce soir à la maison. Comme j'ai vu qu'il y avait un match de foot au programme de télévision et qu'il n'y a plus de bière dans le frigo, je te suggère... Vous me voyez rire. C'est-à-dire que le frigo connecté existe déjà, l'agenda connecté existe déjà, et le robot qui est capable de faire des liens entre les deux choses existe déjà. Le robot qui est capable d'envoyer un SMS existe déjà, et c'est juste des développements assez simples d'application que de se dire je vais regarder ton emploi du temps, je vais regarder l'état du frigo, je vais regarder les invitations que tu as passées, je vais te suggérer un menu d'après ce que tu as dans le frigo et le nombre de personnes que vous serez ce soir, par exemple. Voilà, j'arrive à passer une bonne partie de... On a également tout un changement avec l'environnement des salles de classe. Comme enseignant, on reste avec quelque part, quand on dit je vais prendre ma classe à la rentrée, on reste avec quelque part un truc qui pourrait ressembler à ça. Et puis les salles de classe, elles ont beaucoup évolué. On a une première évolution qui a été d'aller vers des salles d'informatique, mais ça c'est dépassé, je vous rassure. Ça c'est dépassé, on va en reparler tout de suite. On a d'autres évolutions qui sont venues de l'enseignement spécialisé, qui sont venues des classes primaires, avec de l'enseignement plutôt par îlot, par groupe. On a un coin pour faire ça, un coin pour faire ça, parce qu'on se rend bien compte qu'on ne va pas tous faire la même chose au même moment. Sauf dans des séances d'information comme maintenant, mais par contre pas comme cet après-midi, bien évidemment. On a d'autres évolutions avec des salles de classe qui commencent à ressembler de moins en moins à des salles de classe. Et puis, si l'image était de meilleure qualité, on verrait que sur le bureau, à une place on voit une machine à calculer, à une place on voit un téléphone, à une place on voit une tablette. Puis il n'y a pas une ligne, il n'y a pas partout la pomme ou partout la fenêtre qui est dessinée. Il y a un peu tout qui est mélangé. Et ce tout qui est mélangé, c'est l'avenir pour les écoles. C'est ce qu'on appelle le BIOD. Le BIOD, Bring Your One Device, qui est venez chacun avec votre propre appareil. Moi, en tant qu'école, je vais arrêter d'acheter des ordinateurs pour faire une salle avec 25 ordinateurs les mêmes. Pour être en cours chez moi, vous avez besoin de pouvoir lire, écrire, publier, enregistrer, filmer, regarder, surfer sur un appareil. Prenez l'appareil dont vous avez l'habitude. Moi, école, je vous offre un réseau qui fonctionne, peut-être une possibilité d'imprimer quand c'est encore nécessaire, mais autrement, je vous accueille, je mets des prises électriques pour que vous puissiez recharger vos appareils, mais prenez votre propre appareil. Et dans ce cas-là, on a beaucoup moins de problèmes dans les cours, puisque chacun vient avec l'appareil qu'il connaît. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre de truc, avec des gens qui vous disent « Alors pour ton travail ou bien pour ce projet, on te met à disposition un ordinateur, on te met à disposition une tablette. »
Si on vous le met à disposition et que dans 6 mois vous devez le rendre, il y a fort à parier que durant les 6 mois vous ne l'utilisez pas. Parce qu'il y a un code d'accès, parce que vous n'êtes pas administrateur, parce qu'il n'y a pas les photos de la famille dessus, il n'y a pas les mails qui arrivent, il n'y a pas les bons programmes, il n'y a pas les programmes dont vous avez l'habitude, puis même s'ils sont là, ils ne sont pas à la bonne place. Si on me met à disposition un bel ordinateur, comme l'IFFP me met à disposition, eh ben, mon bel ordinateur, il reste sur mon bureau à l'IFFP. Et quand je travaille pour moi, je prends mon petit ordinateur à moi. Parce que celui-ci, je le connais. Celui-ci, j'ai tout dedans. C'est quelque chose qui vient de plus en plus. À l'époque où on avait très peu d'ordinateurs, parce que c'était très cher, on nous mettait à disposition un ordinateur, on était fiers, on était contents, ça allait bien. Maintenant, c'est devenu vraiment, ça s'est démocratisé, hein. Une tablette, on trouve ça pour 100, 120, 130 francs, un ordinateur, on le trouve pour 300 francs. Entre son propre ordinateur à 300 francs et celui qui est mis à disposition par l'entreprise, on va préférer celui que l'on s'est approprié. Pour vos apprentis, c'est la même chose. Écrire un mail, écrire un texte, écrire une lettre sur leur appareil, ou aller dans la salle informatique, se loguer à la salle informatique, attendre qu'on nous communique le mot de passe, avoir le droit d'accéder, puis après Karine elle me bloque l'écran pour dire non, stop, vous arrêtez d'écrire parce que vous regardez ici maintenant, puis moi je suis là, j'avais envie d'écrire. Hein. Tout ça, c'est des trucs, ça passe plus. Ça passe plus. Chacun a son propre appareil. Et puis dans l'évolution, ben, on peut aller voir encore plus loin. C'est que, là j'ai pris le cycle de Moodle. Pour le moment, on reste avec l'idée qu'à la rentrée, dans ta classe, il y a 25 élèves, que ce serait bien qu'il y ait 25 chaises. On reste encore dans cette idée-là. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Si on pense à Moodle, je peux être au Québec et toi en Suisse, et puis on peut faire le devoir au même moment, on peut se transférer, on peut s'enregistrer et être envoyé que j'ai bien appris ma poésie et que je suis capable de la réciter maintenant. Est-ce qu'on va être toujours obligé d'être là, dans un local, à demander à 1000 personnes par jour à se déplacer en train, en véhicule, pour aller dans un lieu, pour faire quelque chose qu'ils pourraient très bien faire autrement? Et puis ça, c'est quelque chose qui nous pend aussi un petit peu au bout du nez. Voilà, pour revenir aux petites poussettes de départ, Karine disait que j'allais vous parler des petites poussettes, bien, les jeunes qui vivent dans ce monde, dans celui que j'ai essayé de décrire un peu rapidement là, avec toutes ces évolutions, les jeunes qui vivent dans ce monde, on a l'impression qu'à la place du cerveau, ils vont avoir Wikipédia, ou qu'à la place du cerveau, ils vont avoir leur smartphone. Hein. D'ailleurs, dans Petite Poussette, il nous dit bien à un moment, on pourrait comparer ça à l'homme sans tête qui aurait son cerveau dans la main. Ils sont plus capables de mémoriser, ils sont plus capables de retenir, d'apprendre ce qu'on leur donne. C'est dramatique. C'est franchement dramatique. Alors pensez au numéro de téléphone. Il y a 20 ans, vous en connaissiez combien? Par cœur. Aujourd'hui, vous en connaissez combien? Et est-ce que vous êtes vraiment plus bête aujourd'hui qu'il y a 20 ans? Puis la question, elle se pose pour tout, c'est-à-dire qu'on a un principe qui s'appelle l'inaction, c'est que la nature déteste le vide. En ne mémorisant plus vos numéros de téléphone, vous n'avez pas des cellules du cerveau qui deviennent inactives et qui sèchent. Quand vous vous mouchez, il n'y a pas des neurones qui sortent. Ils vont rester dans le cerveau, et comme ils sont libres de retenir le numéro de téléphone, ils vont faire autre chose. Alors, vous pouvez essayer de vous imaginer, qu'est-ce que vous faites maintenant, intellectuellement, que vous n'auriez pas fait il y a 30 ans? Quel nombre d'activités vous êtes capable de gérer en parallèle actuellement que vous n'auriez pas fait à l'époque? Vous auriez été beaucoup plus systématique. Je suis dans une tâche, je la termine. Maintenant, vous êtes capable d'en faire 3, 4 en même temps. Pour certains, pour d'autres, c'est peut-être autrement que ça évolue. Mais ce que je suis en train de vous dire là, c'est qu'on est pratiquement tous en train de devenir un petit peu hyperactifs, pas parce qu'on est malade, parce qu'on a le cerveau qui est libre pour plein de choses et qu'on a des outils qui nous aident pour beaucoup d'autres. Comprenez bien mon message, je ne suis pas en train de vous dire que c'est bien ou que c'est mal. Ça, moi, personnellement, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est que ça change dans ce sens-là. Je peux devenir un réactionnaire et dire je ne veux plus de téléphone, je refuse de me connecter, si tu m'envoies un mail, je ne lirai pas. Ou bien je peux faire avec, tout en sachant que je dois me méfier, il y a ce web carré derrière, toutes les informations que je laisse sur Internet, elles vont rester très longtemps, certainement bien plus longtemps que ma propre vie. Est-ce que je veux qu'elles restent ou pas? C'est un choix,
c'est une éducation que je dois avoir. Mais par contre, je peux difficilement changer ce monde. Cette évolution, alors, je me laisse encore 2 minutes. Mais ça joue pour le temps. Cette évolution, Michel Serres dans Petite Poussette, donc Michel Serres c'est un sociologue, je crois qu'il a 80 ans à peu près. En tout cas, à le voir, c'est l'impression que ça donne. Ce petit ouvrage, comme ça, parce qu'on le voit sur les vidéos, vous pouvez aller sur YouTube, vous verrez qu'il parle bien, il est vraiment agréable à écouter. Et puis il fait la thèse suivante, c'est que justement, si le cerveau est dans la main, ils ne vont pas devenir plus bêtes, nos jeunes. Ils ne vont pas devenir plus bêtes, et il prend l'exemple du développement de l'être humain, le développement darwiniste, en se disant, à une époque, on était à 4 pattes. Donc avec nos mains, on était capable de marcher. Et avec notre bouche, on était capable d'attraper. Génial. Vous vous rendez compte, les profs à l'époque, quand ils se sont dit, mais c'est qui ce bras cassé là, qui marche sur 2 pattes, et puis il a ses 2 mains devant, il ne fait plus rien avec, il va les perdre, elles vont devenir toutes petites, comme celles d'un tyrannosaure peut-être, ou un truc comme ça. Hein. Et puis non, finalement, les mains, elles ont été libérées du fait de devoir marcher, elles ont développé de l'appréhension. Avec ma main, je peux attraper, je peux caresser, je peux l'utiliser comme outil, et donc finalement, il y a la bouche qui a été libérée. On aurait pu se dire, mais vous avez vu que Junior, il est même plus capable d'attraper une pomme avec la bouche quand il court et puis qu'il saute dans un arbre. Hein. Ben non, à la place, il y a le langage qui s'est développé. Puis on le voit bien, tout ce qui est libéré n'a pas disparu. Tout ce qui a été libéré, à travers les âges, a été utilisé différemment. Le grand problème, c'est que de passer de 4 pattes à debout, ça a été quelques centaines de milliers d'années. Alors que l'informatique, vous l'avez vu, les changements sont tellement rapides, ça a de quoi donner le vertige. Parce qu'en informatique, je pourrais dire mon père est né à l'époque de la préhistoire. Et mes enfants sont nés dans un monde qui était totalement différent. Ça pose aussi une grosse question, cette évolution. C'est le statut des savoirs. À l'heure actuelle, on est encore en train de se dire il est important d'écrire à la main parce que c'est bon pour former le cerveau. Les Finlandais, qui ne sont pas réputés pour avoir l'école la moins bonne de la planète, ont déjà décidé d'abandonner l'écriture liée. On va diminuer l'écriture liée, on va augmenter l'écriture à l'ordinateur. Mais est-ce qu'ils sont vraiment au goût de l'époque? Est-ce que même l'ordinateur, c'est pas déjà un peu trop tard de mettre ça dans un programme scolaire? On peut se poser la question, puisque, alors là par contre je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais essayer. La souris elle est où? Tellement vite la souris. Là, alors je dois pouvoir quitter le mode de l'écran. Passer là-dessus. Donc on peut se demander si écrire, ça va être encore une compétence importante à enseigner à l'école primaire, puisque à l'heure actuelle, on peut se retrouver devant son ordinateur et lui demander d'écrire une lettre à notre place. Point. Bon, virgule. D'accord, virgule. Certaines fois, il fait de grosses fautes d'orthographe. Presque comme moi. Se mettre à apprendre à écrire, ça va être quelque part un challenge. Est-ce que dans 50 ans, est-ce que dans 100 ans, dans les programmes scolaires, il sera intéressant de passer quelques années scolaires à apprendre à écrire, alors que l'outil va nous permettre de le faire petit à petit? L'outil qui d'ailleurs pourrait nous permettre de remplacer d'autres apprentissages. Il faut rester conscient de ce genre d'éléments. Parce que quand je me retrouve avec Genia Bukrinskaya, pas belle-sœur, mais la femme de mon neveu, eh bien, quand elle est arrivée de Russie, c'était pas évident de se comprendre. Faut plus mes programmes maintenant. C'était pas évident de se comprendre. Alors bien sûr, je pourrais prendre des cours de russe, ou bien je pourrais trouver une autre solution. C'est qu'à l'heure actuelle, je peux lui dire « Bonjour, comment vous appelez-vous »
Voilà, alors on s'est amusé à le faire avec Genia. Je clique, je parle, ça traduit. Elle parle en russe, hein, puisqu'on voit que le programme va avoir les deux langues. Je vais pouvoir bien sûr choisir les langues avec lesquelles j'ai envie de traduire. Mais on ne va pas pouvoir faire que en russe. Hein. On peut aussi traduire bien sûr en mandarin, parce qu'il est important de dire bonjour mademoiselle, où se trouve la gare? Ça, c'est l'évolution maintenant. Vous imaginez bien, vous vous rappelez, on voyait des films de science-fiction avec des gens qui avaient un appareil là sous la gorge. Ils parlaient, puis ça parlait dans une autre langue. Ça, c'était de la science-fiction il y a 30 ans. Vous avez vu maintenant un logiciel gratuit. Hein. J'ai pas acheté quelque chose de très cher, j'ai pris un logiciel gratuit. Vous voyez ce qu'il est capable de faire à l'heure actuelle? Vous imaginez ce qu'il va être capable de faire dans 25 ans? Et est-ce qu'on va garder dans notre programme scolaire l'enseignement des langues comme on le fait maintenant? Alors, ça ne veut pas dire qu'à partir de demain, vous devez arrêter d'enseigner les langues, le français, etc. Mais ça permet quand même tout d'un coup de se questionner en se disant, mais est-ce que je suis en train de former mes enfants pour le monde dans lequel ils vont vivre dans 20 ans? Ou est-ce que je suis en train de leur apprendre quelque chose qui correspond à ce que je pense qu'aurait été important il y a 20 ans, quand il n'y avait même pas le premier ordinateur? Mais eux, ils vont travailler dans un monde où mon iPhone, ce sera dans un musée. Ce sera une pièce de collection. À l'époque, ils envoyaient des mails. Et non, mais t'as vu ce téléphone? À l'époque, ils utilisaient ça pour communiquer, mon Dieu. Hein? Ça va être leur réaction dans 25 ans. C'est normal. Comme vous vous êtes dit, oh oui, ce vieil ordinateur, mon Dieu, hein, le vieux Matrix. Pourtant, c'était qu'il y a 25 ans. Voilà, donc quand on parle d'intégration d'éthique, eh bien, on n'est pas là pour vous dire qu'on va vous trouver des systèmes, des programmes, des machins qui vont permettre de prendre des bouquins et les faire rentrer dans la tête des enfants de manière automatique, enfin de nos jeunes apprentis de manière automatique. Ça, c'est le grand mythe du modèle transmissif. Le modèle où on se dit, moi j'ai un savoir, je vais te l'expliquer, puis tu vas l'apprendre. Et puis, pour reprendre les paroles de Moulin, professeur à l'université de Fribourg en pédagogie curative, il disait toujours, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer, une bonne nouvelle à vous annoncer. L'école n'a pas encore décidé d'apprendre à marcher et à parler. Oui, parce qu'autrement, on ferait aussi de l'échec là-dedans. Hein, donc on arrive à faire de l'échec en apprenant à lire, mais heureusement, apprendre à marcher et apprendre à parler, il n'y a pas de cours qui sont donnés aux enfants de 2 ans pour apprendre, ils le développent par eux-mêmes. Et bizarrement, ils y arrivent. Tous. On a très peu d'enfants qui ne marchent pas. On a beaucoup d'adultes qui, face à un automate, sont incapables de lire des informations pour prendre un billet. Donc, qui n'ont pas la compétence de base de lire. Voilà, j'ai terminé cette petite introduction qui se voulait un petit peu provocatrice, bien volontairement. Puis maintenant, je laisse la place à Karine, qui va vous parler de son expérience d'enseignement avec la classe inversée. Alors, moi, je vais vous parler de... Le relooking de mon enseignement, ça veut dire que j'ai piqué ce terme à une de mes collègues avec qui j'ai fait une présentation sur la classe inversée et j'aimais bien ce terme de relooking, puisque avec l'utilisation des TIS, j'ai pu intégrer la classe inversée dans mon enseignement et ça a changé passablement de choses pour moi et mes élèves. Alors, au début de mon enseignement, j'étais très... Oui, pardon. Désolée, je ne peux pas le faire sur l'écran. C'est quoi les TIS? Oui, alors, je me suis rendu compte avant, puis là, tout d'un coup, je suis repartie, et puis les technologies de l'information et de la communication, et le E qu'on met ou qu'on ne met pas pour l'enseignement. Et donc, c'est toute l'utilisation de l'informatique et des moyens audiovisuels. Alors, je profite justement de dire que moi, j'aimerais bien que, si jamais vous n'avez pas envie d'utiliser votre smartphone pour poser une question, n'hésitez pas à m'interrompre, parce que des fois, quand je suis lancée, je ne m'arrête plus.
Donc s'il y a des questions, interrompez-moi tout de suite, et puis comme ça je peux aussi répondre tout de suite, et puis avoir un échange avec vous sur mon enseignement et mon expérience. Et puis Christophe va aussi intervenir au fur et à mesure pour dire aussi comment il pourrait, lui, du côté pédagogique, peut-être aussi améliorer ma façon de faire. Et puis voilà, donc j'aimerais bien que ça soit aussi interactif. Oui, oui, volontiers. J'ai essayé de vous envoyer une question. Oui. Et puis là, on me dit que ma question est trop longue. Ah. Mais au moins vous avez essayé. Alors c'est volontiers que j'essaye ou Christophe y répond maintenant. Mais je vous entends que j'ai essayé. Vous voulez après? Autrement, allez-y. Non, mais c'était juste une remarque où je voulais juste dire que pour ma part, c'était beaucoup plus simple de vous lever la main pour vous poser ma question que d'écrire un texte que j'ai complètement perdu le fil. Voilà, alors c'est une bonne remarque. Alors effectivement, on voulait vous montrer ce gadget qui peut aussi être pratique dans certains auditoires. Après, on peut aussi, en tout cas moi je serais très contente si vous levez la main pour poser une question, ça me va très bien. Moi, je suis très vieille. Mais il n'y a pas de problème. Alors, au début, je pratiquais un enseignement très traditionnel, donc je reproduisais ce que moi j'avais appris à l'école, et puis je faisais beaucoup de frontales, des démonstrations qui n'en duraient plus. J'ai oublié de vous dire que j'enseigne l'informatique, la bureautique, et du coup, ben, moi, j'ai mon écran, je présentais au binaire ma démonstration, et comme je suis assez dynamique, ils n'avaient rien compris, on prenait 3 quarts d'heure, ils avaient 3 quarts d'heure pour essayer de déchiffrer ce que je leur avais dit, et puis ben, l'heure elle était finie, on n'avait pas fini l'exercice, on n'avait pas corrigé. Donc voilà, ça c'est ce que je leur balançais les premières années. Donc maintenant j'en suis pas fière. Et les élèves, ils s'endormaient, ils n'étaient pas motivés. Et j'ai 2 sortes de publics maintenant. Avant, j'ai eu plusieurs métiers. Hein. J'avais des coiffeurs, des biologistes, etc. Maintenant, j'ai que des employés de commerce. Donc, c'est leur outil principal de travail. Et j'ai des gestionnaires du commerce de détail ou des assistants. Du coup, eux, l'informatique, l'ordinateur, c'est pas du tout leur truc. Donc, j'ai fait toute une réflexion pour essayer de les motiver. Parce qu'eux, ils sont déjà debout. Ils ne sont pas assis, je les ai 90 minutes, donc c'était un peu la galère pour eux. Donc c'est pour ça que j'ai essayé d'avoir toute cette réflexion pour un petit peu changer la façon de leur apprendre ce que je devais leur enseigner, puisqu'ils ont 2 périodes par année, en première année, donc 90 minutes pour apprendre tous les logiciels de bureautique. Word, Excel, PowerPoint par exemple, pour info. Voilà, donc c'était un enseignement pas très sexy ni pour eux ni pour moi. Donc le point de départ de mon relooking de mon enseignement, ça a vraiment été ma formation pédagogique avec Pierre-Alain à l'IFFP, et notamment le cours que j'ai suivi sur les TIS, les technologies de l'information et de la communication, avec Christophe. Pendant ce module que j'ai suivi avec Christophe, on a dû mettre en place une leçon, soit un cours qui aurait pu durer plusieurs semaines, soit un tout petit cours où on intégrait les TIS. Et puis moi, ben, évidemment que ça arrive au milieu de l'année scolaire, on sait tous que quand on nous rajoute quelque chose, ben, on n'a pas le temps, notre programme il est hyper chargé. Donc moi j'ai dit, je prends 45 minutes. J'étais assez ambitieuse, je ne voulais pas que ça dure trop. On avait beaucoup de choses à faire, Pierre-Alain et moi, pendant notre formation, hein, donc... hein? Du coup, j'ai décidé que j'allais consacrer que 45 minutes avec mes élèves. Donc je suis arrivée le matin, on avait vu tout ce qui était les fonctions d'Excel, donc des formules un petit peu évoluées, donc ça c'était avec les emplois de commerce. Et puis j'ai dit, début de la leçon, dans 45 minutes, j'avais 7 formules, ils étaient 14 ou 15, je veux 7 vidéos dans 45 minutes déposées sur mon ordinateur. Je leur ai donné une petite consigne que j'avais projetée au Beamer, ils devaient être 2, il y en avait un qui devait filmer, l'autre qui devait faire les manipulations de la formule pour expliquer aux autres. Et puis je leur avais dit, ben voilà, cette formule, vous allez pouvoir
me la déposer. Moi, je vous la mettrai à disposition sur un support, j'en parlerai tout à l'heure. Et puis, comme ça, pour le test de la semaine prochaine, vous allez pouvoir réviser avec les vidéos de vos copains. 45 minutes après, j'avais cette vidéo sur mon ordinateur. J'avais pris un câble pour pouvoir brancher sur mon ordi au cas où, mais il y en avait la moitié des élèves qui avaient. Ils avaient tous un smartphone. J'avais pris une caméra à l'école, personne qui l'a voulu. Donc, ils ont pris leur smartphone, ils m'ont fait chacun une petite vidéo. Et le soir même, j'ai vite créé un petit site internet. En 3/4 d'heure, je l'avais fait. Pourtant, je n'avais jamais fait ça qu'avec Christophe, une petite démonstration. Et le lendemain, tout était sur le net et les élèves ont pu réviser pour le cours d'après. Donc, vraiment, ça a été le départ. Je me suis forcée aussi à découvrir les nouvelles technologies. Et puis, par la suite, je me suis rendu compte que j'avais fait une sorte de classe inversée, puisque les élèves avaient aussi regardé ces vidéos à l'extérieur, que je les avais fait construire une vidéo eux, donc c'était pas de la classe inversée, mais c'était de la classe renversée. Donc ça a vraiment été pour moi le démarrage, et j'ai vu mes élèves complètement différemment depuis ce jour-là. En fait, mes élèves, un autre jour, ils m'ont dit, mais madame, vous n'êtes vraiment pas comme les autres. Parce que je leur avais dit, sortez votre téléphone. Et puis tous les autres leur disaient, rangez votre téléphone. Alors pour eux, ça leur a donné vraiment une motivation supplémentaire, parce que je les avais peut-être aussi entendus, malgré moi, ou malgré cette façon de faire. Donc ça a vraiment été pour moi le démarrage du relooking de mon enseignement. Bien, donc je passe à la dia suivante. Il ne faut pas se faire avoir par ce message trop gentil comme ça. Ce n'était pas juste faire une vidéo, il faut bien se rendre compte de qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une personne qui doit faire une vidéo sur l'utilisation d'une formule. Il est obligé de se dire, on l'utilise comment? J'ai déjà fait quelle erreur? Quelle erreur est-ce que je ne veux pas montrer? Comment est-ce que je vais expliquer pour m'assurer que celui qui va regarder ma vidéo ne fasse pas d'erreur? Ça, on appelle de la métacognition. Hein. On est en train de réfléchir à sa propre manière d'avoir appris cette formule. Et puis ensuite, on en crée une vidéo. Mais tout ce travail de conception, là, Karine, elle traduit ça très, très rapidement par faire une vidéo. C'est là le travail intellectuel qui est vraiment intéressant. Parce que j'ai vu que tu avais un petit peu de peine avec la formule des moyennes. C'est toi qui feras la formule des moyennes en vidéo. Ça va faire cette répétition en plus. On sait qu'on apprend encore plus quand on enseigne aux autres. C'est une manière idéale de se mettre dans cette position. Merci. Donc, mon objectif que je garde toujours en tête, c'est vraiment le point de départ aussi de ce relooking, c'est motiver mes élèves, et c'était surtout aussi ces gestionnaires. Et puis pour mes gestionnaires du commerce de détail, donc, j'ai décidé de créer un projet, mais un projet qui dure sur une année. Donc je l'ai expérimenté toute l'année scolaire dernière, et puis mon bébé est sorti hier, j'ai fait le chercher à l'école. Donc c'est ma petite brochure qui accompagne les élèves, et cette année, je l'ai faite relier, je l'ai faite vraiment imprimer. L'année passée, je l'avais faite moi-même imprimée, mais basiquement. Donc je vous la mettrai à disposition tout à l'heure. C'est vraiment mon projet avec la classe inversée. Il est vraiment sur une année scolaire complète, et j'ai voulu avoir un fil rouge pour pouvoir motiver mes élèves. Donc, un projet entreprise, ça veut dire que mes élèves travaillent sur toute l'année scolaire en duo. Ils doivent eux-mêmes créer une entreprise, et dans cette entreprise, ils vont créer un logo, ils vont créer qui est l'administrateur, qui est le gestionnaire, recréer leur hiérarchie. J'aurais même voulu aller plus loin, créer leur carte de visite, etc. Mais voilà, on a non plus un certain temps. Donc, il y a plein d'autres choses que j'aimerais aller encore là-dedans, mais où j'ai un peu moins de temps. Et notamment, dans ce projet, j'utilise la classe inversée. Mais je ne fais pas que la classe inversée dans mon projet. Ce que je dis toujours à mes élèves, c'est qu'avec cette façon de travailler, je parle de leurs connaissances, de leurs compétences. Si j'ai un élève qui est ici, qui n'est pas bien haut, je vais essayer de l'emmener ici. Si j'ai un autre élève qui est déjà tout en haut, je vais essayer encore de l'amener un petit peu plus haut. Et puis,
vraiment de partir sur leurs compétences. Ce qui veut dire que je ne fais plus du tout de démonstration. En général, j'arrive en classe, j'ai maintenant un site internet qui comporte une centaine de tutos de démonstration. Alors, il y a beaucoup de tutos que c'est moi qui ai fait. J'ai une de mes collègues maintenant qui participe à ça, qui aussi fait des tutos. Je prends des tutoriels sur le net. Il y en a beaucoup qui existent, donc pas forcément obligé de les faire vous-même. Et puis mes élèves, ils les regardent à la maison. Ils ont un petit quiz que j'ai mis une partie là-dedans qui font papier, ou bien c'est un petit quiz qu'ils peuvent répondre en ligne. Je peux voir qui a répondu, qui n'a pas répondu, quels sont le taux d'erreur, quels sont le taux de réussite. On peut discuter de ça. Et à leur retour en classe, il n'y a pas du tout de théorie. On commence juste par corriger le quiz, mettre le doigt, je mets juste le doigt sur les personnes qui ont des soucis. Et puis ensuite, la classe est plus ou moins divisée en deux. Pour ceux qui ont compris, qui n'ont pas de questions, qui ont bien, et ils partent dans les exercices d'application. Et puis une autre partie, alors il y a ceux qui n'ont pas fait. Mais voilà, pour moi, comme j'ai un fil rouge, c'est pas un problème. L'élève qui n'a pas fait, parce qu'il n'a peut-être pas besoin, parce qu'il avait la connaissance. Donc, je ne vais pas obliger à regarder un tuto à un élève qui sait très bien faire l'élément. Pour moi, ce n'est pas un problème s'il ne le regarde pas. Par contre, j'ai besoin qu'il ait la compétence, qu'il ait compris la chose. Et puis ensuite, il y a l'autre population, ceux qui n'ont pas du tout fait, mais finalement, pour moi, ce n'est pas un problème. Parce que dans mon projet, j'ai un fil rouge. Je vous montrerai après tout à l'heure, j'ai vraiment un tableau où il y a plein de délais avec plein de jalons. Et finalement, pour moi, si un élève prend de l'avance parce qu'il travaille à la maison, parce qu'il a envie, s'il va plus vite, c'est pas grave. Très bien pour moi, je vais pouvoir lui donner encore des choses supplémentaires à faire. Et puis, celui qui n'a pas regardé son tuto, qui arrive en classe, puis il n'a pas fait, et puis qui regarde en classe le tuto, pour moi, il n'y a pas de problème non plus. Simplement qu'il va perdre du temps pour pouvoir faire les exercices d'application. Il ne va pas pouvoir participer aux discussions, aux échanges quand on a des problématiques dans la classe. Et il va, en guillemets, bouffer du temps sur ce qu'il y a à faire avec les délais. Et puis, à un moment donné, il devra rattraper à la maison. Donc, celui qui n'a pas regardé, pour moi, ce n'est pas un problème. Et il y a une question là-dessus. Oui. Alors, la vidéo, on parle de la vidéo d'un élève, j'imagine. Alors, je vais répondre peut-être à cette question, puis après vous me redirez sur le document si je n'ai pas répondu à la question. Oui, je peux, suivant quel logiciel je choisis. Quand Magali et Emmanuel sont venus au cours sur la classe inversée au mois d'avril dernier, j'avais fait un autre type de document qu'on vous a envoyé avant. Ça veut dire les devoirs qu'on vous a donnés. Aujourd'hui, je ne suis pas capable de dire qui a regardé, qui n'a pas regardé les vidéos, qui n'a pas été dans le document, qui a fait le quiz, qui n'a pas fait le quiz. Ça, c'était aussi un choix de notre part. Mais par contre, je peux très bien utiliser un logiciel, comme j'avais fait quand Emmanuel et Magali sont venus. J'avais utilisé un logiciel qui permettait, oui, de voir qui a fait, qui n'a pas fait, quel est le taux de réussite, quel est le taux de non-réussite. Donc cet après-midi, dans les ateliers, les personnes qui sont intéressées par voir ce logiciel, tout à fait à disposition pour en discuter. Donc c'est le choix du logiciel qui fait qu'on peut savoir oui ou non si on a vu la vidéo. Par contre, je me permettrais peut-être une petite précision pour rappeler peut-être ces anciennes expériences en psychologie. Si vous mettez un enfant en train de faire un puzzle tout seul, il joue beaucoup plus longtemps que si vous mettez une caméra pour le contrôler. On ne parle pas de mettre quelqu'un dans la salle, juste il y a une caméra qui regarde. Le fait qu'il y ait un contrôle fait que la personne est moins motivée, elle reste moins longtemps dans la tâche. Regardez un enfant faire un puzzle en cachette, il essaye 50 000 solutions. Allez à côté de lui, il vous dit c'est celle-là qu'il faut mettre. Et c'est fini, c'est plus lui qui cherche. Pas Michel Vial, pardon. Théorie sur la motivation, je ne sais plus le nom, ne vient plus, mais un auteur sur la motivation disait si vous en avez marre que vos enfants regardent des séries TV à la con, faites-leur un petit examen à la fin. Vous verrez, faites ça 3 fois, ils ne regardent plus du tout. L'évaluation et le contrôle tuent la motivation. C'est un choix. Faites en sorte de contrôler chaque fois, vous vous assurez comme ça que vous n'avez aucune envie de le faire.
Il y a d'autres questions qui étaient posées. Il y en a une que je présente maintenant parce qu'elle est en lien avec ce que tu disais maintenant. C'est en lien avec cette brochure de savoir s'il y a possibilité d'y accéder à cette brochure pour se donner des pistes. Alors, avec grand plaisir. Donc, j'ai une version informatique que je peux vous mettre à disposition. Ou bien, si vous voulez une version papier, je peux aussi tout à fait en demander à mon économa et vous en envoyer. Il n'y a aucun problème. Avec grand plaisir. Voilà, il y a d'autres questions qui ont été posées, mais on ne les a pas oubliées. Hein. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais suivant le moment qui se prête le mieux pour le discours de Karine. Voilà. Alors donc, c'est ce que je viens de vous expliquer par cette slide. Hein. Donc, à la maison, ils font des vidéos, mais ça peut être aussi avec la classe inversée, c'est des lectures. Hein. Moi, je vous parle des TIS parce que moi, c'est un outil que je trouve sexy pour les élèves. Ils aiment bien une vidéo, c'est quelque chose qui leur parle. Et j'ai fait un petit sondage l'année passée, j'avais 4 classes de gestionnaires du commerce de détail. Sur les 4 classes, il y avait un seul élève qui n'avait pas qui avait un téléphone portable, mais ce n'était pas un smartphone. Ce qui veut dire qu'il y avait un seul élève qui ne pouvait pas regarder la vidéo sur son téléphone. Donc moi, en général, je ne leur demande pas forcément de regarder sur l'ordinateur, parce que mes gestionnaires, eh ben, ils n'ont pas forcément un ordinateur à la maison. Quoique. Mais voilà, pour moi, ça c'était vraiment un critère. Je leur dis, mais dans le bus, en rentrant, vous regardez le petit tuto, ou en venant, ou en attendant derrière la porte au lieu de geeker avec votre copine, vous regardez, en général, mes tutos, ils ne durent pas beaucoup de temps. Donc, regardez le tuto avant le cours ou dans le bus. Voilà. Tu changes ? Oui. Je change quand tu tournes la page, en fait. Oui. Donc ça, c'est une petite vue. On va aussi en reparler en fin de matinée. On vous distribuera une petite brochure dans laquelle il y aura 3 liens en bas. On vous en reparlera. Hein. Et dans ces 3 liens, vous aurez cette présentation qu'on va vous faire tout au long de la journée. Vous aurez le lien de mon site internet qui s'appelle letuto.ch et sur lequel, en fait, en général, ici, j'ai tous les logiciels et dans chaque logiciel, j'ai une fonction. Et puis, en général, il y a 1 voire 2 tutos dans lesquels vous pouvez aller regarder les vidéos. Mes élèves vont regarder les vidéos. Donc, les élèves ont accès à www.letuto.ch sur le net, depuis n'importe quel endroit, depuis n'importe quel appareil. Et puis, ils peuvent revoir des informations concernant les fonctionnalités. Je profite de ce que Karine dit maintenant pour dire que oui, il est possible très facilement de créer des sites internet. Il est possible très facilement et gratuitement de créer des sites internet protégés. Je peux faire un site internet que pour nous. Mais quelque part, dans les cours que je donne maintenant, j'arrête de m'amuser avec ça. Je fais des sites internet qui sont ouverts. Mon cours sur l'évaluation, si l'un d'entre vous ne suit pas le cours, qui veut aller voir ce que je donne comme idée sur l'évaluation, peut-être même que vous verrez que j'ai dit une connerie, puis que vous allez réagir, puis que ça va m'enrichir, parce que ça va me permettre de réfléchir à autre chose. Ah ben c'est intéressant. Donc, personnellement, je ne ferme plus les sites. Par contre, si je vous montrais maintenant un des sites internet des cours, depuis le site internet, on a accès au travail des participants. Ce travail-là, par contre, leur appartient et il est protégé. Donc, vous allez voir que dans mon cours, les étudiants doivent faire un portfolio. Vous allez voir que Benjamin a son portfolio ici. Vous allez cliquer dessus et ce sera marqué « Vous n'avez pas l'accès ». Parce que c'est Benjamin qui gère les droits d'accès à son portfolio. Donc, oui, on peut facilement protéger un site internet. On peut les faire facilement et gratuitement. Mais, quelque part, on n'a pas grand-chose dans l'éducation à cacher. Ce n'est pas comme si on était en train de transmettre des informations importantes du style l'état de santé, les dates de naissance, la confession ou autre. Moi, si je vous parle de ce que Halal dit des 3 formes d'auto-évaluation, hein, si les Russes le lisent, je m'en fous, quoi. Je sais pas, hein, oui. Donc, il faut garder cette mesure. Mais c'est très facile de les utiliser. Moi, je rajouterais aussi qu'au début, j'hésitais à publier sur Internet des tutos où moi je parle, où je présente des démonstrations. Mais finalement, je ne prends pas 3 plombs pour faire un tuto. En général, c'est des tutos assez courts, de 4-5 minutes. Et je ne m'y reprends pas à 50 fois. Parce que là, j'en ai environ 70.
si je mettais une journée pour faire un tuto, on ne le ferait pas. Et puis finalement, les élèves, ils aiment bien quand tout d'un coup je bégaye ou tout d'un coup je fais une faute. Et puis ils me disent « Ah, mais c'est vous, madame. Ah, puis alors, puis vous prenez autant de temps, mais vous faites ça pendant vos heures. » Ils aiment bien aussi qu'ils voient que on est tous à la même, hein, on fait aussi des erreurs. Et puis ils aiment bien aussi quand moi je mets des tutos à eux sur le site. Donc mon site internet, ça c'est mon arbre de compétences. Alors je l'appelle comme ça, c'est moi qui l'ai un petit peu baptisé comme ça, mais pour moi c'est un outil très important avec la classe inversée. Ça veut dire que ici, c'est tous les logiciels que je donne. Donc là, c'est juste une photo du départ de mon document. Donc il est assez long, ce document. Et par profession, je l'ai. Et puis ici, j'ai tous les objectifs qui sont dans mon plan d'études, détaillés. Je mets ici à quel semestre on va devoir travailler et on devra acquérir la compétence de cet objectif. En général, je détaille aussi dans la leçon. Dans quelle leçon on va travailler ça, où ils devraient avoir acquis la compétence, est-ce qu'il y a un tutoriel ou pas, et puis eux, ils ont chacun leur colonne, et puis ils vont déterminer, au début de l'année scolaire en général, et puis à ça, après, c'est eux qui évoluent au fur et à mesure à leur rythme. S'ils ont la compétence A, c'est-à-dire je connais très bien et je peux aider sur créer un groupe de contact dans Outlook, ou bien, si B, je connais, mais je ne peux pas informer mes collègues, je connais un peu, mais j'ai besoin de formation, ou bien elle qui peut m'aider. Ce qui me permet à moi, en tant qu'enseignante, d'avoir une vue d'ensemble de où j'en suis à tout moment. Et puis, c'est très facilement, c'est très visuel, moi je suis quelqu'un de très visuel, donc ça me parle bien, de voir, ici, j'ai invité une personne, il n'y a que 2 personnes qui ont besoin d'aide, je vais peut-être aller faire un petit tour dans la salle. Puisque maintenant, moi, j'ai plus ces 3/4 d'heure où je fais ma démonstration, puis mes élèves, ils écoutent, ils attendent, je suis dans la classe. Je suis une coach. Je suis vraiment pour les accompagner où ils en sont, au moment où ils en ont besoin. Et pas attendre 45 minutes pour poser leurs questions, avoir la réponse à leurs questions. Non, j'essaye de venir. Et cet outil me décharge, moi, énormément, puisque eux, ils peuvent aller chercher qui a la compétence. Ah ben la prof, elle est occupée, ça fait un quart d'heure que je l'attends, ça m'agace. Eh ben, je peux aller demander, voir qui a la compétence, qui a le A, et puis je vais simplement voir, Antonio, est-ce que tu peux me donner un petit coup de main, ou bien aller voir s'il y a un tuto, regarder à nouveau le tuto. Donc, on est vraiment dans la classe, tous à pouvoir se donner un coup de main et s'entraider. Je profite de la question de ce que dit Karine. Les politiques éducatives dans tous les cantons, dans nos 27 systèmes scolaires suisses, cherchent des sous, ça c'est sûr, parce qu'on aimerait faire du meilleur boulot, mais on a de moins en moins de fonds. Et puis, il ne faut pas rêver, on ne va pas avoir des milliards qui vont tomber du ciel et on ne va pas tout d'un coup avoir de quoi faire des classes avec 3 élèves. Je crois que la survie de notre enseignement, c'est qu'avec le même montant qui nous est alloué aux écoles, on peut faire du meilleur travail. Dans une classe inversée, quand on préparait le cours d'aujourd'hui, ouais, mais il y a une centaine de personnes, vous êtes sûr que vous voulez venir qu'à 2 ? Disons que pour regarder les vidéos pendant les vacances, que vous soyez 100 ou 1000, nous, ça ne change rien. Il y a 1000 personnes qui nous en veulent, mais à part ça ne nous a pas changé la vie de savoir que vous étiez nombreux. Par contre, maintenant qu'on est ensemble, vous avez vu les vidéos cet après-midi, vous allez pouvoir vous mettre en activité, et ceux qui en ont besoin pourront venir vers nous. Nous, on sera disponible pour ceux qui en ont besoin. Sur les 100, si on a 5 qui en ont besoin, eh ben on va être beaucoup plus efficace que si on donnait un cours sur comment faire une vidéo. On va être plus efficace d'aider ces 5 personnes et de surtout ne pas freiner les 95 qui aimeraient avancer. Donc, la taille idéale, c'est assez difficile de dire, mais je pense que l'on doit arrêter de concevoir l'école comme étant un groupe classe qui va rester toujours le même groupe. Il y a des choses, quand je donne une conférence, qu'il y ait 100 personnes, ou que sur Internet, il y ait peut-être des personnes qui aillent voir ensuite. Donc, on remarque que le nombre n'est plus tellement important dans ce moment. Le moment n'est pas important, puisqu'on peut aller revoir ça dans un moment demain ou n'importe. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le moment de travail ensemble, où on a besoin d'aide. Et puis, le tableau que Karine vous montrait, vous l'avez remarqué, c'est juste excellent, parce qu'elle va pouvoir se dire, pour certains élèves, je vais aller les voir, et puis pour d'autres, je vais déléguer. Dis donc,
j'ai vu qu'Amélie était tout à fait au point avec créer des listes de contacts sur Outlook. Donc Amélie ne serait pas d'accord de travailler un petit moment avec Guillaume pour l'expliquer, parce que moi je suis pris avec deux autres pour une autre connaissance, une compétence à acquérir. Hein, donc on a ce travail d'entraide qui va être possible. Oui. Excuse-moi, juste pour être clair, donc c'est les élèves eux-mêmes qui s'auto-évaluent et qui estiment s'ils ont un test objectif, c'est toi qui détermines que l'élève a cette capacité-là? Là, c'est eux qui le font. Après, dans mon projet, parce que j'ai mis en place tous des moyens de contrôle, hein, et c'est sur la slide suivante que je peux en parler, moi j'aurai un contrôle. Alors, c'est très petit, mais c'est pas grave, je vais vous expliquer ce qu'il en est. Ça, c'est ma vue d'ensemble de l'année scolaire. Ce qui veut dire qu'on a une partie ici, toute cette ligne-là, c'est lorsque moi je vais leur demander des exercices, en guillemets, assez tous la même chose. Je veux qu'ils fassent tous la même chose pour que moi, je puisse commencer à identifier les problématiques. Et puis, celui qui va vite, il aura fini, il pourra continuer dans l'avancement de son projet. Et celui qui a des problèmes, il va demander de l'aide aux autres, il va me demander à moi, il va réécouter un tuto, etc. Hein. Donc, on voit dans l'année scolaire, sur le premier semestre, ici, il y en a 2, 4, 6, il y a 8 fois où je fais des exercices bien précis. J'ai augmenté par rapport à l'année passée parce que j'ai trouvé que j'avais un peu lésiné là-dessus. Ensuite, ici, il y a des évaluations tout à fait standard école. Chez nous, il nous en faut minimum 3. Donc, j'en fais une ici, mais qui a moins à voir avec le projet. J'en fais une ici sur Word et puis une ici sur Word et Excel. Donc, ici, je vais évaluer les compétences en mettant une note chiffrée. Hein. Ça répond simplement. Tu étais en train de répondre maintenant. Okay. Et ici, c'est des validations. Et avant les évaluations, justement, je vais avoir des jalons ici où ils doivent produire des documents. Ce qui veut dire qu'ici, ils doivent me produire des documents, des exercices très basiques, très standards. Et puis ici, c'est eux. C'est le but de mon projet au départ aussi, c'était, voilà, si vous êtes des gestionnaires du commerce de détail, j'aimerais que vous me fassiez une base de données des articles dans Excel, j'aimerais que vous me fassiez un catalogue d'articles dans Word, j'aimerais que vous me fassiez un inventaire dans Excel, j'aimerais que vous me fassiez, si je prends ma liste, un journal de bord qui liste toutes vos difficultés rencontrées et comment vous les avez résolues. Et je ne savais pas mettre l'impression automatique sur une page dans Excel, je note comment j'ai fait pour pouvoir, si une fois j'ai besoin, revoir comment j'avais fait. Je dois faire une feuille de caisse et puis avec PowerPoint, je dois présenter ma société à l'ensemble de la classe. Donc avec ces travaux de validation, je peux moi aussi contrôler mon arbre de compétences s'ils sont correctement auto-évalués. Parce qu'il y a l'arbre de compétences, il y a des validations, il y a des évaluations et puis encore il y a des tests de compétences qu'on fait en général en début de leçon après un tuto. Donc voilà, cette année j'ai prévu 10 travaux où ils mettent vraiment c'est à eux de réfléchir en groupe par rapport à leur entreprise fictive ou avec la réalité. Hein. Je leur demande simplement de créer un papier à lettres, si je prends cet exemple. Moi, ce que je veux, c'est juste ça. Les coordonnées complètes de l'entreprise et le logo. Pour moi, l'exigence, il n'y a que ça dans le contenu. Et dans la forme, je veux des entêtes et des pieds de page, je veux des images, un habillage et un logo. Ça, c'est dans les techniques. Et puis après, c'est à eux de produire un document qui puisse tenir la route par rapport à leur entreprise. Et c'est ça qui est très motivant pour eux. C'est leur bébé, c'est leur entreprise. Et puis, ils discutent en groupe, dans les autres groupes. Et puis là, c'est ça qui les motive. Vraiment, moi, j'ai décollé avec mes apprentis cette année. Il n'y a plus rien à voir avec ce que je faisais avant dans la motivation de mes élèves. Et puis, oui, peut-être juste encore plus, si tu peux juste rester là. Par rapport aussi à ce fait de, oui, j'ai fait mes devoirs ou non. Pour moi, ce n'est pas un problème parce qu'il y a toujours ces jalons ici. Soit j'évalue, soit je valide. Et puis, s'ils ont du retard, à un moment donné, ils seront pénalisés parce que je déduis un point
sur la note finale, s'il y a des délais qui sont dépassés, etc. Donc, à un moment donné, s'ils n'ont pas fait juste d'écouter 7 minutes le tuto à la maison et puis répondu au quiz où il y a 3 ou 4 questions, eh ben, ils vont prendre du temps, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et puis péjorer sur la suite. Donc, pour utiliser encore, enfin, pour augmenter la visibilité, le partage de documents de mes élèves, ça c'est un outil TIC qui est vraiment bien intégré, enfin qui s'intègre bien avec la classe inversée, c'est par exemple Evernote. C'est un logiciel de partage de documents, donc dans les duos, mes élèves, pour pouvoir travailler à la maison, pour pouvoir partager des documents avec moi, on utilise Evernote, c'est un logiciel gratuit, installable sur smartphone, donc les élèves peuvent écrire dans leur journal de bord, sur le banc devant la classe, sur leur smartphone, dans leur bain, dans le train, dans le bus, etc. Regarder des documents qui ont été produits par l'autre. Donc ici, par exemple, c'est la vue d'un élève, il a écrit ça c'était le détail de son entreprise, ici, il a mis son catalogue, on voit qu'il y a un document en lien attaché, ici aussi, ici il y a le logo de l'entreprise, donc ça c'est partagé avec l'élève. Et moi, en tant qu'enseignante, ils ont aussi partagé avec moi, donc avec leurs collègues, et puis avec moi. Et puis moi, je vois tous les catalogues de mes élèves, de leur société, et puis en cliquant dessus, je peux voir tous leurs documents qu'ils ont produits, où ils en sont à n'importe quel moment. On peut même chatter. Voilà. Oui. À ce moment-là, on peut se dire, oui, mais bon, finalement, ça n'a pas tellement de différence par rapport à avoir mon catalogue dans un classeur et le classeur posé quelque part, et puis je peux contrôler ce qui a été fait dans le classeur. Hein, on est d'accord, dans le sens de l'activité intellectuelle, ce sera la même. Par contre, ce qui change, c'est que dans un cours avec des gens de notre âge, quand on leur dit, durant mon cours, s'il vous plaît, pas de papier et pas de crayon, je ne supporte pas. Je ne supporte pas le papier et les crayons. Je vois des gens qui écrivent, ça me perturbe, j'aime pas. Pas de papier, pas de crayon. Nous, on trouve ça ridicule. Et pour eux, de pouvoir travailler sur leurs outils, ça leur paraît pas ridicule. Hein, gardez cette dimension en tête. Après, bien sûr, avec tous les avantages dont tu parlais, Karine, le fait qu'on puisse y accéder quand on veut, où on veut, de n'importe quelle manière, c'est clair que c'est intéressant. Il y a beaucoup de questions qui sont arrivées, on y répondra tout à l'heure. Je ne veux pas couper le fil du... Donc, juste pour la slide suivante, merci. Donc, ma posture d'enseignante avec ce relooking, donc maintenant je m'estime plus être un coach, être à leur disposition, je suis là avec eux dans la salle, plus de proximité, aide sur mesure, j'arrive plus aussi à différencier mon enseignement. Par contre, alors, ça peut faire peur, mais une fois qu'on s'est mis dedans, enfin en tout cas moi je suis partie et puis je ne m'arrête plus, quoi. C'est clair que le premier tuto qu'on va faire, on va perdre du temps. C'est clair que vous allez mettre peut-être une journée à préparer un tuto, mais dans certaines branches, peut-être en chimie, en mathématiques, vous allez faire un tuto, mais qui va vous durer sur la longueur. Hein? Vous allez peut-être le faire pour 10 ans, que vous allez pouvoir réutiliser. Moi, en informatique, voilà, tous les 2-3 ans, je dois les refaire. Mais même, c'est pas grave. Pour moi, en tout cas, j'ai mis du temps, mais franchement, ça en vaut la peine. Et puis pour les élèves, alors, il y a beaucoup plus, ils se connaissent plus. Moi, je mets ça en place en première année aussi, et j'ai vu vraiment cette année qu'il y avait beaucoup plus de dynamique dans le groupe. Parce que, comme ils doivent s'aider, ils sont plus proches aussi. Et ce qui avait aussi été frappant pour moi, c'est que souvent, dans d'autres branches, quand on est en réunion de direction, quand on veut voir si on doit faire passer un élève ou pas, on parle d'un élève qu'il est faible en français, en maths. Moi, souvent, c'est le meilleur élève de ma classe. Et puis, il est vraiment affirmé dans la classe parce que c'est celui, en général, qui se débrouille le mieux en informatique. Et puis, il peut aller vers les autres. Donc, lui, ça va l'aider aussi dans la classe. Parce qu'à un moment donné, ça va changer la posture de cet élève et puis il va devenir le leader du groupe ou même de la classe. Et puis, j'essaye aussi souvent, en début de cours, me dire « Ah, aujourd'hui, c'est toi l'expert !» C'est vous l'expert parce que j'ai vu qu'alors là, vous maîtrisez parfaitement les entêtes et pieds de poche, alors vous êtes l'expert de la journée. Et ça, ils adorent aussi, hein, pouvoir les valoriser. Et donc, avec la classe inversée, c'est aussi, j'ai trouvé plus facile d'identifier ces élèves-là. Vous voulez passer aux statistiques ou bien on passe d'abord statistiques.
Donc j'avais fait un petit sondage en début d'année 2016, en janvier. Vous verrez, je vous montrerai encore cet après-midi sur mon site, j'ai mis à disposition tout en bas un onglet qui s'appelle pour les enseignants, donc vous pourrez aller aussi faire un petit tour là-bas dessus, et notamment il y a les statistiques, il y a aussi mon arbre de compétences, hein, si vous voulez le télécharger pour l'adapter à vos besoins, faites comme bon vous semble. Oui. Et puis sur le site, vous aurez également le lien, hein, donc vous aurez également accès à tous les tutos que Karine ou ses élèves ont déjà créés. Ou ma collègue. Ou ta collègue. Et puis dans ce petit sondage, j'avais identifié, j'ai relevé juste 2 questions. Hein. Trouvez-vous utile les tutoriels proposés non, pardon. L'utilisation de tutoriels vous a-t-elle permis de mieux comprendre la matière? Alors ici, 62%, enfin 63% des élèves avaient répondu oui à cette question. On était au tout début de l'année scolaire, enfin on n'était pas encore à la fin du premier semestre. Je venais de mettre en place cette classe inversée, on va revenir peut-être sur la mise en place de la classe inversée aussi. Et puis l'autre question, ouais, je réponds tout de suite à cette question. Et puis la deuxième question, trouvez-vous utile les tutoriels proposés par votre enseignante pour préparer vos évaluations? Là, on avait eu peu d'évaluations, mais on avait quand même eu, avec ces 2 pourcentages, ça nous fait 84% d'élèves qui étaient intéressés pour réviser. Hein. Moi, ça avait été aussi une des classes qui avait mis l'accent là-dessus, utile pour la révision. Par rapport à l'examen final, notamment à la conférence sur la classe inversée du mois de janvier qui avait eu lieu, Nicolas Robord et Christophe avaient parlé aussi, Christophe me corrige après si jamais, qu'à l'examen final, on ne fait pas forcément mieux, ou un test, grâce à la classe inversée, mais surtout, ce qu'il y a, c'est que c'est beaucoup plus ancré. Et puis on a des outils pour aller plus loin. Moi, je n'ai pas encore assez de recul pour dire que tous mes tests, ils sont mieux, ils ne sont pas forcément mieux. L'examen intermédiaire de mes premières années, cette année, c'était pas mieux, mais je suis sûre qu'ils ont des outils et maintenant ils savent où aller chercher l'information, ils savent comment faire s'ils ont un problème, et puis au moins ils ont quelque chose qui reste et puis qui est pour la suite. Et moi, je compléterais quand même avec une dimension importante. On l'entend bien quand tu parles, tu es enthousiaste et les étudiants sont contents. Hein? Puis, je ne sais pas, l'école, ça ne doit pas obligatoirement être ennuyeux, chiant, pénible. Ça peut être aussi sympa, agréable. D'ailleurs, c'est quand même comme ça qu'on apprend le plus, qu'on est dans une bonne ambiance, qu'on rigole, que ça se passe bien, qu'on est motivé. Donc, il y a quand même cette dimension-là. Même si on n'apprend pas mieux, moi je pense que ça vaut la peine d'apprendre avec plaisir. Et que l'enseignant ait du plaisir à être en classe. Alors, notion de plaisir, oui. Ce que vous avez dit, donc, vous avez constaté qu'ils ont plus de plaisir, évidemment. Parce que vous avez constaté qu'il y a un grand investissement à la maison. Parce que comme vous avez vu sur ce matin, vous avez vu que la moitié de nos élèves passent moins de 2 heures par semaine. Notamment avec l'habitant qui est en secondaire, en école primaire, il passe plus de temps que ça par semaine pour ses devoirs. Donc, vous nous disiez que ceux qui ne font pas, ils vont obligés de rattraper. Et comment vous avez pu gérer ça? Vous avez remarqué qu'une meilleure implication, puis que ça a forcé ceux qui ne pouvaient pas trop travailler avant de s'y mettre? Ou bien, parce que j'ai l'impression quand même, quand on voit nos statistiques et ce qu'on dit, comment ça s'est passé des cas? Alors moi, je répondrai d'abord par une première chose. Qu'est-ce qui vous compte qu'il fasse 8 heures par semaine de devoirs ou qu'à Noël, il soit capable de faire un publipostage? Puis, une fois qu'on a pris cet élément-là, on se dit, ah ok, mon exigence n'est pas que tu fasses 8 heures de devoirs cette semaine. Mon exigence est qu'à Noël, tu sois capable de faire un publipostage. S'il te faut 12 heures cette semaine, ou qu'il ne te faut pas de travail, ça revient au même. Il y a beaucoup d'ouvriers que vous voyez sortir du travail et qui se tapent 8 heures par semaine de devoirs pour le travail. Hein? Ça dépend des métiers. Hein? D'ailleurs, c'est une différence entre métier et profession. Hein? Mais gardons ça en tête. C'est quoi le but de l'école? C'est de t'infliger 8 heures par semaine, ou le but de l'école, c'est de t'assurer de maîtriser telle compétence à tel moment? Non, mais j'ai l'impression que cette classe inversée, forcément pour réussir, demande un investissement plus grand à la maison.
Alors, moi, j'ai pas l'impression. Avant, mes gestionnaires, je leur donnais pas de devoirs dans ma branche bureautique parce que ils n'avaient pas forcément un ordinateur. Maintenant, je leur demande de regarder un tuto et de répondre à 3-4 questions. L'élève qui ne fait pas ses devoirs dans d'autres branches, il ne va pas forcément plus les faire. Ce n'est pas une baguette magique, hein, la classe inversée. Ça, alors, moi, ça, j'en suis convaincue. Par contre, il faut... C'est ce que j'aimerais aussi retenir, mais après, il y a une question. Hein, ou c'était pour réagir à ça? Oui, je réponds juste encore et puis après. Ce qu'il y a, c'est que tout d'un coup, ils vont être dans un petit groupe où ils vont parler de leur exercice, ils vont devoir se donner des coups de main, puis l'autre, il n'a pas vu. Ça va passer peut-être une fois, 2 fois. Mais la 3e fois, c'est pas moi qui vais venir lui dire « mais t'as rien fait, ça va pas, tu perturbes le groupe ». C'est le groupe qui va dire « mais madame, moi je peux plus avec celui-ci, ça va pas, nous on a un délai dans 2 semaines, on n'a rien fait ». Et c'est là qu'on doit avoir, j'ai fait en tout cas 3 fois cette année avec des groupes que je ne veux pas séparer. Je veux qu'ils gèrent leurs conflits de groupe et finalement, il faut du temps. Il faut expliquer ce que vous attendez d'eux, comment ça se passe et pas balancer la chose et puis croire que ça va être un miracle parce que je fais de la classe inversée, qu'ils auront tous regardé le tuto. Ça, non, il leur faut du temps. Jusqu'à Noël, il m'a fallu vraiment, il leur a fallu du temps à s'habituer, parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Hein, on leur apporte tout sur un plateau, ils n'ont qu'à attendre et écouter. Enfin, pas toujours, hein, mais la plupart du temps. Et on a des élèves moi j'en ai une qui met encore les pieds au mur maintenant, parce que, voilà, c'est pas sa façon de faire, mais on doit faire aussi avec cette population-là, ça c'est clair. Mais ce n'est pas une baguette magique, ça c'est sûr que ça ne va pas résoudre tous les problèmes. Oui, et puis il y a juste encore une question. Et puis je peux partager une expérience personnelle. Une fois, il y a 2 ans, il y a un élève qui m'a demandé s'il pouvait filmer la démonstration que je faisais. Et puis, j'ai dit oui, pas de problème. Et j'ai pas dit à chaque fois dans chaque classe qu'il pouvait filmer les démonstrations que je faisais. C'est pas directement dans la classe inversée, hein, ce que je faisais. Mais je me suis aperçu que de plus en plus d'élèves faisaient, soit ils filmaient l'écran ou quoi que ce soit, je suis aussi pour faire d'autres. Et j'ai vu une motivation accrue de la part des élèves au niveau de la révision. Et moi, j'ai pu voir une amélioration des résultats lors des tests de validation. Par rapport à ça, parce qu'en fait, ils prenaient 1 ou 2 élèves filmaient leur écran, ou bien ce que j'étais en train de faire au linéaire, et ensuite, je sais qu'ils se partageaient la vidéo. Donc, j'ai, par rapport à ce type d'enseignement, on va dire, un petit peu dissocié, une bonne expérience. Manuel? Pour rebondir sur ce que vous disiez, moi j'ai fait le test cette année, donc j'ai des modules où je faisais en frontal transmissif et des modules où je faisais en classe inversée. Et c'est vrai qu'au niveau des résultats et au niveau de l'approche, on manque beaucoup plus d'enthousiasme de la part des élèves. Alors c'est vraisemblablement lié à la nouveauté, ce qui est possible aussi. Mais ça pose aussi un problème, c'est que si on se retrouve avec 20 disciplines qui font de l'inversé et que l'élève a 20 fois par leçon 5 minutes de vidéo à regarder, ça devient difficile, il est vraisemblablement ingérable. Alors on est au balbutiement de cette façon, de cette nouvelle façon de voir pédagogique, mais si un jour tout le monde se mettait à inverser, ça risque de poser quand même quelques soucis. Je ne sais pas si on a déjà imaginé comment on diminue un petit peu tout ça. Christophe y répondra. Oui, on pourra faire des études comparatives pour voir si, comme ils ont 20 textes à lire ou 20 devoirs à faire, s'ils sont plus efficaces qu'on a à voir 20 petites vidéos. Ce sera quelque chose comme ça, mais à l'heure actuelle, on ne se pose pas tellement de problèmes de se dire pour nos 20 cours, ils ont 20 devoirs à faire. On se plaint qu'ils ne les font pas, mais on ne s'inquiète pas de se demander pourquoi. C'est assez intéressant. Tu voudrais la dernière diapo ? Oui, la dernière. Donc moi, je conclurai avec ces mots-clés que j'ai retenus aussi durant cette expérience vraiment de toute cette année scolaire et puis surtout sur la conférence de la CLIS en janvier. Par ces mots-clés, pour moi, c'est plaisir, c'est partage, c'est collaboration, coopération, performance, propre rythme et puis tout le monde travaille. Vraiment. Voilà. Ok, moi avant de vous
vous montrer vite quelques autres exemples d'utilisation des technologies. Je passe très rapidement sur certaines questions, et puis si la réponse est trop rapide, vous n'hésitez pas, soit pendant le repas, soit durant l'après-midi, à revenir vers nous pour en parler. Il y avait plusieurs questions que j'avais envie de traiter qui sont assez importantes. Une première qui revient assez souvent, est-ce qu'on est maqué avec Google? Alors non, on n'est pas maqué avec Google, mais par contre, soyons clairs, on a fait des essais avec plein d'outils. Avec Nicolas Arbor, mon collègue, on a essayé beaucoup de dispositifs qui pouvaient permettre de travailler en collaboration, de créer des sites internet, de communiquer, de collaborer gratuitement. Puis ça, on trouve pas mal de choses. Mais quand on dit on aimerait que ce soit gratuit et que ça marche, sur un PC, sur un Mac, sur une tablette, sur un smartphone, sur un Apple, sur un Android, sur un Windows, tout d'un coup, le nombre d'outils qui fonctionnent se restreint. Si on veut être efficace, pour nous, on utilise les outils qui sont le plus ouverts possible. Et les outils qui sont les plus ouverts, ben, c'est les outils Google. Pourquoi? Parce que sur le marché actuellement, pour le faire vite, hein, mais il y a quand même une lutte entre trois grands géants. On a Windows, on a le libre, avec Android d'une part, on a pas libre, mais payant Google, et puis on a Macintosh. Macintosh fait en sorte de faire des outils qui vous donnent envie d'acheter l'iPhone, l'iPad et un ordinateur Mac. Windows fait en sorte qu'en utilisant ces outils, vous ayez envie de lâcher votre Mac. Parce que, la fonction telle et telle dans Word, il n'existe pas sur la version Mac. Donc, ils vont essayer de vous capturer dans leur monde. Google, il vous capture dans son monde de la publicité. Mais moi, je m'estime assez grand garçon pour me dire, quand je vois qu'on me propose d'acheter des paires de chaussettes, je ne vais pas acheter des paires de chaussettes. Je ne vois même plus cette plage de publicité. Par contre, quand mon site Google me permet de rentrer en communication avec mes apprenants, ça m'apporte quelque chose. Donc oui, tous les outils qu'on vous a montrés jusqu'à maintenant, même Evernote a été racheté d'ailleurs par Google, donc on voit que tous ces outils sont un peu tous dans ce monde du web au carré, pas le web 2, mais le web carré, le web qui essaie de récolter des informations sur vous. On dit, quand c'est gratuit, c'est que le produit c'est vous. Bon ok, je suis le produit de Google, parce que Google vit parce que je donne des informations, mais moi, je vis comme enseignant avec des outils intéressants parce que Google les met à disposition. C'est un peu donnant-donnant, quelque part. Un tout petit complément, les élèves doivent aussi ouvrir un compte Gmail. Alors ça dépend des dispositifs que l'on met en place. Si on travaille comme Karine travaille, elle crée un site sur Google. On n'a pas besoin d'être sur Google pour voir le site. En créant un espace Evernote, on a besoin d'être sur Evernote pour pouvoir ouvrir son classeur. Mais il y a une partie qui est gratuite, mais ce n'est pas spécialement lié avec un compte Google. Par contre, en venant dans les cours chez moi à l'IFFP, moi je fais ouvrir un compte Google pour que chaque adulte qui est en formation s'ouvre son propre site internet sur Google, par exemple. Une autre question intéressante, avec toute cette peur, si je leur laisse le téléphone dans la classe, ils vont commencer à aller sur le smartphone. Moi, je vous assure, quand j'étais à l'école primaire, j'avais pas de smartphone et j'écoutais pas souvent. Alors, je pouvais vous raconter, ma mère d'ailleurs me le resserre encore régulièrement, mais je me rappelle toujours Christophe qui partait pour la dictée, qui rentrait, maman, alors oui, elle a dit, mais dans le ciel, il y avait un nuage, et ben on aurait dit un mouton, puis tout d'un coup, il s'est transformé, on aurait dit une tête de crocodile. Elle disait, ok, c'est bon, j'ai compris pour la dictée. Hein? Moi, j'avais pas de réseau social à l'époque pour me distraire, mais pas de souci, j'écoutais quand même pas le prof. Est-ce que vous êtes sûr que parce qu'il y a le téléphone qui est dans la poche, ils sont attentifs et ils vous écoutent? C'est pas sûr. Par contre, l'expérience que tu as amenée, elle est assez intéressante. Moi, je suis sûr que si vous leur faites utiliser le téléphone pour faire une activité de l'école, tout d'un coup, ils vont vous écouter d'une manière différente. C'est intéressant. Il existe effectivement une plateforme qui permettrait de déposer des capsules vidéo uniquement pour la formation professionnelle. Ça s'appelait Scolavision et ça s'appelle actuellement iVideo. iVideo Éducation, c'est un outil gratuit pour le monde de l'éducation dans lequel vous pouvez déposer des vidéos. Ça ne marche pas très bien. Le programme en lui-même fonctionne bien, attention, je ne suis pas en train de dire du mal de iVideo. Ça ne marche pas très bien parce qu'on est tous les mêmes. Quand on regarde une vidéo, on va où? On va sur YouTube. Et c'est bien plus simple. Cette vidéo qu'on est en train de faire, on va la mettre sur YouTube, on va pas la mettre sur iVideo.
pour s'assurer qu'il y a un potentiel de 10 000 personnes qui éventuellement fassent un mot de passe, créent un compte et puissent aller voir. Non. On va les mettre sur YouTube. Et si quelqu'un du Québec voit cette conférence et trouve intéressant et veut nous poser une question, eh ben on se fera un copain de plus, on va rentrer en discussion, on va échanger, puis c'est juste génial. Donc on n'est plus dans cette logique de vouloir protéger. Mais typiquement pour des métiers comme la santé, on apprend à faire une prise de sang par exemple, c'est important, suivant si c'est sur des vrais patients ou autres, que ce soit dans un espace protégé. Alors e-vidéo est un vrai espace protégé, seuls les profs d'école professionnelle suisses peuvent entrer dessus, donc vous avez une certaine sécurité. Bon, on l'a bien compris, le projet de Karine est tout à fait un enseignement dans ce sens-là. Hein. On ne va pas passer plus de temps là-dessus. Il y a toujours cette question de est-ce que ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Oui, au début, elle l'a dit, ça prend du temps. Mais pourquoi toujours, parce qu'on est enseignant, imaginer que nous allons devoir faire des vidéos? Vous êtes en fin de deuxième, vous avez envie de faire un moment de répétition. Faites faire des vidéos à vos deuxièmes sur le programme de première. Ça ne vous prend pas de temps de leur dire tu me fais une vidéo là-dessus, une vidéo là-dessus, une vidéo là-dessus, une vidéo là-dessus. Au boulot. C'est vite faire. C'est pénible. Et ces vidéos, elles existent. L'année prochaine, je les utilise avec mes premières. Je suis en train de transmettre. Puis il y a une erreur sur cette vidéo. Et puis après, tu l'utilises, tu me dis ah ça, c'est du il y a une erreur. Bon bah, faisons-les nous, il n'y a pas d'erreur. Hop, prenez la vidéo, vous la remplacez, c'est bon. Vous n'avez pas fait de vidéo. Alors je pense qu'on peut faire de la classe inversée en étant incapable de faire une vidéo. Ça paraît tout à fait réaliste. Bon, il y a aussi quelqu'un qui dit au secours, j'ai l'impression d'être un peu décalé, la personne se traite de dinosaure. Ça, comme on le disait en introduction, c'est un petit peu inévitable, c'est dû à la vitesse à laquelle notre monde, le monde principalement technologique, évolue. Ça va tellement vite, il est malheureux, mais il est normal que ça donne le tournis, et que si on ne suit pas, très vite, on se sent complètement dépassé. Mais, encore une fois, ce n'est pas vous qui devez maîtriser ces compétences dans 25 ans, parce que vous, dans 25 ans, la plupart d'entre vous, vous risquez d'être à la retraite, par exemple, hein, ou bientôt, hein, parce que je crois quand même qu'ils sont beaucoup plus jeunes que moi. Mais c'est vos étudiants qui doivent maîtriser ces compétences. Si je me sens dinosaure et que je ne sais pas faire un site, dis donc, vous pourrez me faire un site pour la classe. Puis vous faites des vidéos, vous les donnez à Karine, puis elle les met sur le site de la classe. Et tu me donneras le lien du site, ça me ferait bien de voir. Mais c'est pas moi qui dois savoir faire des vidéos. Moi, je suis déjà formé comme enseignant, puis je suis bientôt plus utile. Enfin, bientôt, hein, on va bientôt me pousser comme ça. C'est eux qui doivent maîtriser ça. Voilà, je passe maintenant très rapidement. Bon, ça va être un petit peu l'avalanche. Hein. Je vous montre très rapidement, en quelques minutes, quelques idées de projet. Parce que cet après-midi, on vous proposera de réfléchir à si je devais faire un truc, alors ça peut être un truc ou un truc, c'est égal, hein, si je devais faire une chose qui s'inspire un peu soit de la classe inversée, soit de l'intégration de ces outils numériques, qu'est-ce que j'aurais envie de faire? Et cet après-midi, on se met à disposition pour bosser avec vous, pour que vous puissiez prévoir au moins une activité que vous auriez envie d'essayer de faire dans une classe l'année prochaine, enfin, dès la semaine prochaine, pas si loin. De la préparer, de l'essayer entre vous, comme ça, c'est pas dangereux. Hein, de l'essayer, de l'imaginer, et puis, qui sait, de l'essayer ensuite avec vos étudiants. Donc, ici, quelques idées simplement. Vous connaissez la pyramide de Maslow, on parle souvent, la taxonomie de Bloom, excusez-moi, on parle souvent de ces différents niveaux de connaissances. Hein, est-ce que c'est des connaissances pures ou est-ce que c'est vraiment, j'ai des capacités à évaluer une situation? Regardez ces trois petites questions que je pourrais vous poser en vous envoyant faire une recherche sur Internet. Regardez la différence d'activité intellectuelle que vous allez avoir entre la première et la troisième. Tu me cherches une vidéo où on voit une bonne utilisation de la formule moyenne. C'est tout différent de « trouve-moi comment on fait une moyenne ». Parce qu'une bonne utilisation, ça veut dire que je dois me dire « c'était comment qu'on devait faire ?» Et là, sur la vidéo, je vois quoi? Et est-ce qu'il fait juste? Je dois évaluer le geste de quelqu'un d'autre. Je dois me positionner, c'est bien, c'est pas bien.
Hein, on est dans des niveaux beaucoup plus élevés. Je vous ai dit que ça irait très vite, donc je vais très vite. Avec la vidéo, on a actuellement des outils magnifiques. Chacun de vos étudiants a dans sa poche un enregistreur, une caméra vidéo et une télévision. Chez les ambulanciers, ils l'ont bien compris. Chez les ambulanciers, ils travaillent énormément avec la vidéo. Tu es blessé, tu es le secouriste, je filme, tu le soignes. Maintenant, on se met autour de la table, on regarde. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui était bien? Qu'est-ce qui n'était pas bien? De quoi tu as envie de tenir compte? Qu'est-ce que tu aurais pu faire autrement? Etc. Donc tout ce travail d'auto-évaluation ou d'évaluation mutuelle est vraiment facilité avec ces outils. Et là, zéro crainte. Je filme, là c'est une télévision, hein, mais je filme avec la tablette. On regarde sur la tablette, on met le film à la poubelle. Il n'a pas été sur Internet, il n'y a pas de traces, il n'y a pas de soucis. Et ça a été efficace. Un autre exemple de projet, alors là on est justement avec l'ancêtre de e-vidéo qui était Scolavision, mais avec ce logiciel qui permet de prendre des petites vidéos et de les transformer en vidéos interactives. C'est-à-dire que sur les carottes, on pourrait avoir un point rouge qui apparaît et quand on clique dessus, on voit les différentes sortes de carottes qui peuvent être utilisées pour faire une bonne soupe de carottes, parce qu'il n'y a pas toutes les carottes qui vont. Donc, c'est un programme qui permet de partager des vidéos entre un prof et des élèves, qui permet de transformer la vidéo en vidéo interactive. Et puis là aussi, c'est un monstre de job pour l'enseignant de le faire, mais ce n'est pas à l'enseignant que ça apporte le plus de le faire. C'est très intéressant quand on donne ce travail à faire à l'apprenti. Va me mettre les 5 points de contrôle importants que tu dois contrôler quand tu montes une prise électrique. Tu as le petit film et tu rajoutes les points pour dire là, attention, le film neutre doit garder une petite boucle parce que. Hein, et tu rajoutes ça. On est dans une utilisation fort intéressante. Ici, un autre projet qui peut réveiller des idées. Laurent, en l'occurrence, devait monter un cours de formation à distance dans lequel les gens apprennent à poser une intra-osseuse. Une intra-osseuse, c'est donc un peu comme une perceuse. Et à la place de faire une intraveineuse, on va vous faire une intra-osseuse, tibia ou au niveau de l'humérus. On plante l'aiguille dans l'os et puis on injecte directement le médicament dans la moelle, c'est bon, quoi, pas de souci. Et c'est une formation qui doit être certifiée, parce que c'est ce qu'on appelle un geste délégué. Normalement, seul un médecin peut faire ça, mais un ambulancier peut le faire s'il prouve qu'il en est capable. Ici, on est dans une formation à distance, où le geste est certifié à distance. À la fin de la formation, l'étudiant doit placer son smartphone, comme c'est le cas ici, se filmer, prendre l'os de dinosaure, non je sais pas, et sa perceuse, expliquer comment il va faire le geste, comment il va choisir la longueur de l'aiguille, comment il va appliquer, comment il va désinfecter, comment il va injecter, en se filmant. Puis ce film, il l'envoie à son formateur, pour que le formateur puisse se dire « Ok, je vois bien que c'est Christophe qui fait ce geste sans aide, qui explique correctement et qui a bien compris comment on le faisait. » Une manière d'évaluer à distance que Laurent a fait évoluer avec le temps, parce qu'il s'est dit « Mais moi, j'évalue avec des critères. Ces critères, je peux les donner à la personne. Tu fais le film, tu t'évalues et tu m'envoies le film et l'évaluation. » Ah ouais, c'est intéressant. Mais les gens, ils trichent. Les gens, ils sont méchants, ils trichent. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils se filment, ils s'évaluent, ils se disent « Ah, j'ai fait une erreur. Mince. » Alors ils refont. Hein? C'est quand même ballot, ça. Ils refont l'exercice plusieurs fois, jusqu'à ce que ce soit parfait. Alors, c'est quand même pas de chance, en plus ils apprennent. Et quand ils envoient la vidéo, eh ben c'est bon. C'est bon, ils savent faire et ils se sont entraînés, sans qu'on leur donne de devoir. Tiens, tout d'un coup, le devoir, c'est eux qui se sont donnés. Ça peut donner des pistes hein, sur comment est-ce qu'on peut gérer les devoirs. Karine a déjà parlé d'Evernote, donc je ne reviens pas là-dessus. C'est un exemple simplement de comment gérer un portfolio avec Evernote. Et puis, pour être sûr... Oui. Mais il me reste 6 minutes. Et un autre exemple que j'ai fait cette semaine pour m'entraîner sur un logiciel que j'ai découvert, ça fait un moment que j'ai découvert et que je n'avais pas utilisé. J'ai fait une petite vidéo avec le logiciel Powtoon, ça peut vous donner des idées aussi pour cet après-midi. Bienvenue à l'FSC.
rappelle une conférence que j'avais entendue sur une enseignante québécoise qui avait lancé la classe inversée dans son enseignement et qui disait, si vous avez envie de commencer, réfléchissez simplement à la chose que vous dites 50 fois par année, et donc vous avez vraiment marre. Au moment où vous entendez la question se poser, vous en avez vraiment marre. Vous dites, ah mais je voudrais encore ça. Alors, pour ça, faites une petite vidéo. Et puis vous allez avec une seule vidéo, vous épargnez 50 fois un gros soupir, un haussement d'épaule. Comme porte d'entrée, si vous souhaitez essayer de faire une vidéo, choisissez ce qui va vous être le plus utile. Pas le truc qui est la notion la plus compliquée, mais celle que vous utilisez le plus souvent, sur laquelle vous revenez le plus souvent. Tu as perdu le diaporama. Ah, c'est terrible. Bah, c'est pas grave, de toute façon, on n'avait plus besoin de diaporama pour la fin. Donc, oui. Excusez-moi, juste, on vit à l'heure actuelle une des premières révolutions dans le monde du travail, où il y a 3 générations qui se retrouvent. Les baby boomers sont encore là, qui travaillent avec des X et qui travaillent avec des Y. Comment on fait avec ces gens-là? Quand ils sont tous ensemble dans une classe, prenons le santé sociale, où les gens reprennent une formation à 50 ans, se retrouvent en classe avec des jeunes qui en ont 20. Alors il y a la notion d'aider de ceux qui savent et de ceux qui ne savent pas, mais... Il y a beaucoup d'options possibles. Moi, ce que j'utilise à l'IFFP, j'ai un peu la même situation. Hein. J'ai des personnes qui viennent de finir une formation, qui ont travaillé 3 ans et qui sont déjà en train d'enseigner cette branche et qui se retrouvent à 25 ans dans mes cours. Et puis en même temps, j'ai des personnes de 55, 60 ans qui viennent également suivre des cours, ils sont en réinsertion, ils ne peuvent plus faire leur métier, ils vont enseigner la maçonnerie et non plus la faire parce qu'ils ne peuvent plus, par exemple. Et ce que j'ai pris comme optique, c'est de faire mes cours avec beaucoup de classes inversées, beaucoup d'enseignements à distance, mais toujours facultatif. C'est-à-dire, pour la prochaine fois, il y a tel style, je prends mon cours évaluation, il y a tel style d'évaluation à tester, il vous faudra faire une évaluation diagnostique avec vos apprenants, et puis ensuite compléter votre portfolio sur lequel vous montrerez votre évaluation, comment elle s'est passée, ce que vous en avez pensé, ce que vous aimeriez améliorer. Et pour faire ça, le test de l'évaluation, vous le faites dans votre classe, ça, il n'y a pas de souci, c'est pour tout le monde la même chose. Par contre, pour en parler ensemble, on peut le faire via le portfolio, à distance, via vidéo, via Skype, ou même, au pire, vous pouvez prendre votre voiture et venir en classe, puis on le fait en vrai, dans la vraie vie. Et ce qui me permet comme ça d'avoir des personnes qui vont préférer se déplacer pour discuter avec moi, d'autres qui vont préférer m'envoyer une vidéo où ils m'expliquent ce qu'ils ont fait. Et puis, mon intention, c'est pas qu'ils soient là à 9h. Mon intention, c'est pas qu'ils maîtrisent Skype. Mon intention, c'est qu'ils testent une évaluation. Donc, si je reviens à mon objectif, finalement, la forme pour l'atteindre, ça m'est égal. Mais ça me donne, c'est vrai, un travail différent. Je dirais pas plus de travail, mais un travail différent qui serait des fois un peu à la limite de la schizophrénie, parce que de se dire quels sont ceux qui m'ont déjà renvoyé un retour par le portfolio, est-ce que j'ai pas oublié quelqu'un, est-ce que quelqu'un m'a posé une question et j'aurais oublié de répondre, c'est quelque chose qui pourrait m'arriver, j'en suis bien conscient. Mais c'est une autre manière de travailler. Voilà, je crois que pour terminer, tiens, j'ai retrouvé la... Voilà, pour terminer, vous allez avoir à disposition un petit feuillet comme celui-ci, j'en ai placé 2 paquets au sortie de la salle. Un petit feuillet sur lequel vous avez. Alors, tout d'abord, première page avec 4 QR codes. Ces QR codes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est génial, vous allez essayer. Donc, vous les scannez avec votre smartphone, tablette, ça vous envoie directement sur le bon site. Autrement, vous avez même un site avec des lettres, vous pouvez taper sur un clavier si jamais. Il y en a un qui vous envoie vers la présentation PowerPoint que vous avez vue, pour ceux qui l'ont fait, avant de venir aujourd'hui. Vous avez un lien qui vous envoie sur la présentation que vous avez vue aujourd'hui. Vous avez un lien qui vous envoie, ça répond à une des questions qu'il y avait avant, sur une liste d'outils technologiques que vous pouvez utiliser dans votre enseignement. Vous avez vu le dernier logiciel que vous avez utilisé, je ne sais plus le nom. Alors vous avez peut-être trouvé un mode d'emploi pour cet outil sur Internet. Vous aimeriez essayer Evernote pour faire un portfolio, vous allez trouver de l'aide sur cette... Donc on vous a préparé un immense catalogue d'aide sur beaucoup d'outils. Et puis, c'est votre mission de cet après-midi, c'est ce que vous voyez à l'écran. En début d'après-midi, on va prendre un moment en se disant,
en se posant ces différentes questions et en se disant qu'est-ce qu'il y a que j'aimerais essayer avec ces outils dans ma classe l'année prochaine. On est d'accord, hein, certains, vous avez déjà peut-être beaucoup d'utilisation et vous voulez tester encore une chose de plus, ou d'autres peut-être pratiquement pas d'utilisation des outils technologiques actuels et vous aimeriez utiliser un petit peu, peu importe. Choisissez le truc où vous dites tiens, là ça pourrait me rendre service, alors je vais m'autoriser l'après-midi pour 1. Imaginer comment je pourrais l'utiliser, 2. Le tester avec un collègue pour voir si c'est réaliste. J'ai imaginé qu'on prendrait des notes de telle manière, on se les enverrait de telle manière. Bien, on se met ensemble, on se met à 3, on essaye, vous jouez les élèves, je joue le prof, on regarde si ça marche. Mais prenez le temps de faire ça. Parce que si ce n'est pas utilisé, c'est que souvent on a peur, ça ne marche pas. Et puis en fin d'après-midi, on se retrouvera dans la salle, mais dans le bâtiment en bas, pour un retour, voir un petit peu ce que vous avez testé, et puis terminer la journée de cette manière-là. Donc, cet après-midi, nous sommes à disposition. On commence à 1h, midi et demi, dans la salle, dans le bâtiment en bas. Oui. Mais ensuite, durant l'après-midi, c'est vous qui allez le faire. C'est vous qui allez travailler pour vous, et nous, on va être à disposition. On vous reprécisera ça concernant les différentes salles dans lesquelles on sera durant l'après-midi. Je réponds tout de suite. Je profite de l'occasion qui m'est faite de faire un petit peu de pub. J'ai mis 2 autres petits papiers à la sortie de chaque côté. Un papier pour vous annoncer une conférence qui aura lieu le 27 septembre à l'IFFP. C'est le professeur Philippe Mauban de l'Université de Sherbrooke au Québec qui vient nous parler de l'alternance en formation. Et dans l'alternance en formation, il s'intéresse beaucoup à ce qui se passe en Suisse parce qu'on a une formation qui dit toujours nous on a une super formation parce qu'on fait de l'alternance. Ils sont des fois dans l'atelier, des fois dans les cours. Mais est-ce qu'on n'a pas plein d'occasions manquées où en cours on pourrait utiliser ce qui se fait dans l'atelier, ou à l'atelier on pourrait utiliser ce qui s'est vu en cours, et puis ces liens ils se font très très peu. Alors, ce sera un des objectifs de sa conférence, c'est de nous faire réfléchir sur cet élément-là. Et puis, dans cette dimension-là, les smartphones, c'est juste génial. Parce que la semaine prochaine, on travaille sur la vidange des moteurs. Tous ceux qui ont l'occasion de faire une vidange cette semaine, faites une photo du bouchon de vidange, ou bien une petite vidéo de quand on ouvre le bouchon de vidange pour montrer comment ça se passe. Puis comme ça, on les regarde la semaine prochaine quand on fait le cours sur les vidanges. Hein? Vous imaginez la mine d'or que vous auriez à disposition dans tous ces téléphones. Et puis le deuxième papier, c'est cette fois non pas pour une conférence, mais pour un colloque qui aura lieu au mois de février. J'en parle pas plus, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder, c'est un colloque scientifique avec participation publique, 2 jours au mois de février. Là également sur comment est-ce qu'on forme et comment est-ce qu'on évalue dans les situations d'alternance. Voilà, on a presque tenu le temps à 3 minutes près. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à tous.